Consacré aujourd'hui à la gestion des déchets et plus spécifiquement à la gestion des déchets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un petit rappel peut-être sur le réseau TFPB Hauts-de-France dans lequel s'inscrit ce webinaire. C'est un réseau des référents sur l'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties dans les Hauts-de-France qui a été mis en place en début d'année et qui est animé par l'IREV et l'URH. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'IREV, c'est le Centre de ressources en politique de la ville des Hauts-de-France qui a pour mission de qualifier les acteurs en politique de la ville, de diffuser l'information et d'animer un certain nombre de réseaux d'acteurs de la politique de la ville, dont celui-ci. Et donc ce réseau est animé également par l'URH, que je vais laisser présenter Pamela. Bonjour, Pamela Pruvot, je suis responsable du pôle innovation et politique sociale à l'URH et donc en charge du pilotage des sujets politiques de la ville avec les bailleurs sociaux. Alors, pour ceux qui étaient déjà présents dans les webinaires, dans le premier webinaire de ce réseau, sachez que les replays sont accessibles sur notre site internet. Ils le seront aussi sur celui de l'URH. On va vous mettre le lien dans le chat et vous pourrez consulter toutes les ressources qui sont produites dans le cadre de ce réseau. N'hésitez pas également à consulter la newsletter de l'IREV qui vous permettra de suivre toutes les actualités. Et également, durant tout ce webinaire, le chat est accessible, donc vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. On a un programme qui est plutôt chargé, donc on ne vous garantit pas de pouvoir répondre à toutes les questions, mais en tout cas, on reviendra vers vous en vous envoyant peut-être des ressources complémentaires si besoin. Et donc, sans plus attendre, peut-être un petit mot sur. Donc, moi, c'est Inès Tavernier, je suis chargée de mission politique de la ville à l'IREV et je suis accompagnée de Morgane Petit, qui est directrice de l'IREV, ainsi qu'un certain nombre des membres de l'équipe qui pourront réagir également tout au long de ce webinaire. On commencera par une intervention de cadrage qui va permettre de donner un certain nombre d'éléments de compréhension sur les déchets et sur la gestion des déchets, et notamment dans les quartiers, mais voilà, de façon plus générale, tous les enjeux qui se posent en termes de législation, par exemple, en termes de volume quantitatif quand on parle de déchets et matières, avec l'Observatoire des déchets et matières en région Hauts-de-France, l'ODEMA, que je représenterai tout à l'heure lorsqu'on viendra à cette intervention. Il y aura dans un second temps une intervention de l'Union sociale et pour l'habitat qui permettra d'aborder les enjeux spécifiques aux quartiers prioritaires, notamment liés à la densité de l'habitat et à la concentration d'un certain nombre de difficultés urbaines et sociales dans ces quartiers qui nécessairement impactent les stratégies de gestion des déchets. Et puis, nous aurons un troisième temps qui sera consacré là à des retours d'expérience. On aura l'occasion de parler des jets de déchets par les fenêtres avec l'Union sociale pour l'habitat qui interviendra pour nous présenter une étude sur ce sujet. Nous aurons également le retour d'expérience de la communauté d'agglomération de la région du Château-Thierry sur la mise en œuvre de la redevance incitative. Puis enfin, le retour d'expérience du réseau compostage citoyen qui interviendra pour clôturer ces interventions. Et donc, je le répète, on a prévu des temps d'échange. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et les intervenants auront l'occasion d'y répondre. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à la première intervenante, donc Mathilde Ternisian, qui est chargée de mission à l'Observatoire déchets et matières des Hauts-de-France. Je vais également partager le PowerPoint. N'hésitez pas si vous voulez démarrer, Mathilde. Oui, bonjour à tous. Ça a été déjà dit, donc je m'appelle Mathilde Ternisien, je travaille au sein du CERD, le Centre en ressources en développement durable, qui porte l'ODEMA, l'Observatoire excusez-moi, l'Observatoire des déchets et de la matière en Hauts-de-France. Donc c'est un observatoire régional.
assez jeune, hein, puisque l'Observatoire a été créé en 2022 par l'État, la région et l'ADEME. Le portage juridique et technique, il a été confié au CERD, et le fonctionnement de l'Observatoire, il est partenarial. On est une équipe opérationnelle qui est répartie entre trois structures. Donc, vous allez bientôt avoir à l'écran. On peut passer directement à la slide 2 euh, la composition de l'équipe, équipe opérationnelle, donc je disais, en trois structures, le CERP pour le pilotage, la méthodologie, l'animation. On est deux chargés de mission et une coordinatrice des observatoires sur cette thématique, coordinatrice des observatoires, puisque le CERP porte également un observatoire sur le climat et l'énergie. Autre structure de l'équipe opérationnelle de l'ODEMA, c'est Géo2 France, la plateforme partenariale État-région cette fois-ci, qui assure l'administration de notre système de gestion de base de données. Et on a également un autre partenaire qui est la CERC pour toutes les thématiques qui touchent aux déchets du BTP. Toutes nos missions, on les assure en lien avec les membres fondateurs de l'ODEMA, donc à travers le COTEC et le COPIL. Le périmètre d'observation de l'observatoire, il est vaste puisqu'on traite tous les types de déchets. On pourra revenir dessus après, mais donc on parle de déchets ménagers et assimilés, de déchets des activités entreprises, déchets du BTP, également de filière REP, et on a pour ambition de traiter également la question de la matière, c'est-à-dire aller au-delà du déchet et considérer ces déchets comme une opportunité pour mettre en œuvre une économie circulaire. Nos missions, elles sont reprises donc à l'écran, c'est de fournir et de mettre à disposition des chiffres clés sur les thématiques qui nous occupent, également d'être un outil de la décision à travers de la fourniture de ces données, la rédaction de publications, et d'animer un réseau d'acteurs autour de l'observation des schématières en Hauts-de-France. Pour ça, on a un outil qui a été mis en ligne en fin d'année dernière, c'est notre site internet. On peut passer à la slide suivante. Donc vous avez donc l'adresse à l'écran. C'est vraiment le site sur lequel vous allez retrouver toute l'actualité sur déchets et matières en région Hauts-de-France, avec des articles d'actualité, un agenda, nos ressources et les ressources de nos partenaires ou des choses que nous on juge intéressantes de mettre à disposition. Également des définitions, des liens vers des acteurs régionaux, des infographies sur la réglementation par exemple. Et également, depuis le site internet, vous allez pouvoir avoir accès aux outils qui ont été conçus par l'ODEMA pour rendre accessibles nos données, principalement sur la thématique déchets ménagers et assimilés à ce jour. Et donc ça prend la forme de tableaux de bord, de cartographie et de catalogues de données. Certains jeux de données peuvent être téléchargés pour que vous puissiez les réutiliser par après. Si on continue, on va passer cette fois-ci donc au vif du sujet et se reposer la question des déchets, de quoi on parle. C'est quelque chose de très courant qui fait partie de notre quotidien, euh, qui fait partie de notre quotidien, et à tout instant de notre quotidien, en fait, on est susceptible de produire des déchets. Euh, on va commencer par un petit peu de contexte législatif et réglementaire. La première date à retenir là-dessus, c'est 1975, qui marque l'apparition du mot déchet dans les textes de loi, associé à l'obligation de collecter les déchets, principalement pour des enjeux sanitaires à l'époque. Et donc, c'est à ce moment-là que les collectivités deviennent responsables de la collecte et de l'élimination des déchets. Il y a le principe du pollueur-payeur également qui fait son apparition. Deuxième date clé, c'est 1992, avec des orientations qui sont données pour que les collectivités donc, organisent la collecte et le transport des déchets, tout en limitant les distances parcourues et les volumes traités. Cette fois-ci, là, les effets néfastes des déchets sur l'environnement commencent à être connus et il est également préconisé de faire de la communication sur ce sujet pour informer et sensibiliser les usagers. De 1992, on va passer à 2008, et à partir de 2008, ça s'accélère. Euh, 2008, on a, à travers une directive cadre européenne, la notion de hiérarchie des modes de traitement qui est, enfin voilà, qui est initiée, et l'obligation de faire de la planification autour de la thématique des déchets. C'est par exemple le PNPD, Plan national de prévention des déchets, qui est rédigé.
qui ensuite va avoir des déclinaisons à d'autres échelles, par exemple à l'échelle de la collectivité, à travers le PLP-DMA, mais aussi à travers le PRPGD, donc en 2015, cette fois-ci à l'échelon régional, qui a également cette compétence de planification. Depuis 2008-2009, il y a de nombreuses lois qui ont été rédigées, loi Grenelle 1, Grenelle 2, loi NOTRe, loi LTECV, qui à chaque fois réaffirment l'importance de la prévention, de la sensibilisation du consommateur, du tri. Euh, et depuis 2018, on a la notion d'économie circulaire qui monte en puissance, cette fois-ci pour aller donc plus loin, c'est-à-dire que le déchet aujourd'hui c'est une fin, mais pourrait être réinjecté dans l'économie pour avoir quelque chose de plus vertueux. Ça se traduit notamment par la rédaction de la feuille de route économie circulaire en France. Et on a également dans le même esprit l'apparition de la loi AGEC qui, sur la question des déchets, pose des objectifs très clairs en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a également des objectifs pour sortir des plastiques à usage unique, l'introduction du logo Triman, etc. Je vais pas rester beaucoup plus longtemps sur cette slide. Toute l'infographie qui est affichée à l'écran, vous pouvez la retrouver en ligne avec des liens à chaque fois vers les documents auxquels on fait référence. Mais je voudrais revenir sur la notion de hiérarchie des modes de traitement que j'ai évoquée sur la slide précédente, puisque c'est quand même vraiment cette, enfin voilà, c'est quelque chose qui illustre bien les grands principes de la gestion des déchets en France et qui traduit les objectifs de transition vers l'économie circulaire. L'idée, c'est toujours de se dire, est-ce qu'on peut éviter un déchet? C'est le rôle de la prévention. Si on peut éviter le déchet, on évite le problème, entre guillemets. Et donc, enfin voilà, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Si la prévention n'est pas possible, on est aussi au quotidien entouré d'objets qui peuvent casser, etc. Il faut se poser la question du réemploi. Est-ce que c'est quelque chose de définitif ou pas? Ça permet également de ne pas produire un déchet. Mais au quotidien aussi, tous, on produit des déchets. Et dans ce cas-là, une fois que le déchet est produit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va systématiquement privilégier les solutions de valorisation organique, que peuvent être le compostage, la méthanisation, ou de valorisation de matière, le recyclage. C'est des solutions qu'on doit privilégier par rapport aux solutions de valorisation énergétique, qui est donc de l'incinération, euh, pour lesquelles une partie de l'énergie peut être récupérée et transformée en électricité. Euh, et en toute fin, on a les solutions d'élimination, incinération cette fois-ci sans récupération d'énergie, ou enfouissement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, la collecte des déchets, elle est conçue de manière à permettre l'application de la hiérarchie des modes de traitement. Notamment, le geste de tri doit permettre un meilleur recyclage. Hop, on peut passer à la suite. On va parler un petit peu des acteurs. Et peut-être une première précision à vous faire, c'est que en France, l'organisation de la gestion des déchets, elle va dépendre du producteur de ce déchet. On va parler d'un côté de DMA, déchets ménagers et assimilés, de l'autre côté de DAE. La définition qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment celle des déchets ménagers et assimilés, en lien avec la thématique, qui correspond donc à l'ensemble des déchets produits par les ménages et des déchets dits assimilés. Les déchets assimilés, c'est des déchets qui sont similaires en composition et en quantité à ceux produits par les ménages. Une illustration, ça peut être par exemple une agence immobilière qui produit des déchets de papeterie, de cuisine, de salle de bain, et qui sera collecté de la même manière que les déchets ménagers sur un territoire. Pour les DMA, la collecte, elle est assurée par le SPGD, Service public de gestion des déchets, avant de suivre donc toute la chaîne de traitement et de valorisation, traitement, élimination si besoin. Quelques chiffres clés déjà sur les DMA. À l'échelle nationale, ça représente 548 kilos par habitant, dont 244 sont des OMR. Les OMR, c'est les ordures ménagères résiduelles qui correspondent à notre poubelle grise. En Hauts-de-France, on est sur un ratio qui est un petit peu plus élevé. On est à 619 kilos par habitant et 262 kilos d'OMR.
Je vais vous toucher un mot sur les DAE également, donc déchets des activités économiques, au sein desquels on va retrouver les déchets du BTP par exemple. C'est tous les déchets qui ne sont pas produits par un ménage. Et cette fois-ci, la collecte va se faire par un acteur privé. Comme je vous le disais, on va se concentrer sur les DMA. On peut changer de slide pour cette présentation. Et vous touchez donc un petit mot sur le SPGD qui se divise en deux compétences, collecte et traitement, qui correspondent vraiment donc aux missions qui vont être assurées par les EPCI qui ont ces compétences. En région Hauts-de-France, on a 85 EPCI qui assurent la collecte des déchets, 36 EPCI qui assurent le traitement. Les EPCI, enfin, on a moins d'EPCI qui assurent la compétence traitement, puisque le traitement nécessite des infrastructures plus lourdes, et donc l'avantage enfin, voilà, c'est plus pertinent pour les EPCI souvent de se regrouper en syndicats pour pouvoir enfin, porter ces installations. Euh, et donc, ça explique qu'on ait moins de PCI sur cette thématique. Si vous avez besoin un jour d'identifier quels sont les acteurs de la gestion des DMA sur un territoire, je vais vous renvoyer sur notre site internet sur lequel vous pourrez retrouver cette cartographie qui permet d'identifier donc les EPCI à compétence collecte, les EPCI à compétence traitement. On va nous parler dans un premier temps donc de la collecte, qui est donc vraiment la compétence qui est au plus proche de l'usager. On a différents modes de collecte euh, avec lesquels on est plus ou moins familier. On peut parler du porte-à-porte déjà, qui est quelque chose d'assez classique. C'est vraiment l'action de sortir sa poubelle grise, sortir sa poubelle jaune devant chez soi. Le camion poubelle passe pour assurer la collecte. On peut également faire de la collecte en point d'apport volontaire. Sur des bacs gris, jaunes, etc. Mais l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple du verre, qui est sur la majorité du territoire collecté en borne de reprise, ou également les déchets textiles sont souvent récoltés en point d'apport volontaire. Et un autre mode de collecte, c'est l'apport en déchetterie. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont gérées par les EPCI à compétence collecte. Hop là. On peut passer à la slide suivante, sur lesquelles on va retrouver donc l'ensemble enfin, une représentation de ce que sont les DMA, donc déchets ménagers assimilés, avec une visualisation des OMR, ordures ménagères résiduelles, au niveau donc du bac gris. Également, on retrouve nos bacs emballage et papier, verre. Les DMA incluent également les déchets organiques qui peuvent être, enfin, qui sont produits par un ménage, mais qui sont pas forcément collectés, puisqu'ils peuvent être compostés directement dans le jardin par l'usager. Et on retrouve donc dans la carte en bas tous les autres déchets qui sont produits par les ménages et qui vont être collectés soit en déchetterie, soit auprès de revendeurs et de commerçants, par exemple le cas des piles, des ampoules, ou dans des bornes d'apport volontaire, je l'évoquais tout à l'heure, des bornes pour des associations sur du textile par exemple. Si on fait le détail un petit peu des ratios en Hauts-de-France, je vous disais 619 kilos par habitant, dont 262 kilos d'ordures ménagères résiduelles. Les collectes séparées, ça représente 36 kilos de verre, 74 kilos d'emballage et papier, 55 kilos de biodéchets, qui sont principalement des déchets d'entretien des jardins, et on retrouve après 185 kilos de déchets variés récupérés en déchetterie. Je vous propose une information sur le contenu de notre poubelle grise, le contenu des OMR. C'est la slide qui suit. Pour vous dire que on a encore 2 tiers des OMR enfin des déchets qui sont dans notre poubelle grise qui n'ont rien à y faire. Sur les 262 kilos que j'évoquais en Hauts-de-France, on a encore 35% de papier et d'emballage, donc qui devraient être triés dans les bacs jaunes. 67% de déchets organiques qui pourraient être compostés ou déposés dans une poubelle organique si elle est mise à disposition, et 5% de déchets variés pour lesquels d'autres filières existent. J'évoquais les piles, les ampoules, c'est ce genre de choses. Voilà.
Un petit mot juste pour vous présenter donc l'évolution de la production de DMA en Hauts-de-France depuis 2009. C'est la slide qui suit à nouveau. Parfait. Où on a donc une référence en 2009 à 632 kg par habitant. En 2021, on était à 690 kilos par habitant. Cette fois-ci, on inclut les gravats, ce qui n'était pas le cas dans les slides précédentes. Vous avez en vert sur cette slide la courbe de tendance, l'objectif qui est fixé, donc, enfin, qui correspond à une diminution de 15% des quantités de DMA produites entre 2010 et 2030. Vous voyez que l'année 2021 est vraiment particulière. On a des données tous les 2 ans, entre 2009 et 2019. Une tendance à la baisse était observée. 2021, on sent que c'est une année particulière. On attend les données 2023 pour voir si on se rapprochera de la courbe ou non. Elle devrait tomber là dans les mois qui suivent. Et donc j'espère pouvoir mettre bientôt cette courbe à jour. On peut passer à la suite. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé donc de collecte, puisque c'est vraiment ce qui est le plus proche des usagers. C'est intéressant aussi d'avoir des repères sur ce qui arrive après, donc le traitement, et c'est ce qu'illustre cette slide, donc qui est extraite de notre dernière publication sur les DMA et qui présente les principaux chiffres clés relatifs à cette thématique en France. Sur le traitement, on voit que sur les 3,7 millions de tonnes collectées, il y a plus d'1 million de tonnes qui sont orientées vers des solutions de recyclage, c'est la valorisation matière. 700 000 tonnes vers de la valorisation organique, donc vers du compostage ou de la méthanisation. On arrive ensuite sur la valorisation énergétique, à nouveau c'est plus d'1 million de tonnes. Et il reste encore 732 000 tonnes qui sont enfouies dans donc les ISDND, installations de stockage de déchets non dangereux de la région. Ça représente une vingtaine d'installations sur notre territoire. Voilà pour le constat. Je vous propose quelques pistes de réflexion pour les solutions. Comment est-ce qu'on fait pour justement infléchir cette courbe de production de DMA? On peut passer donc sur les 2 slides suivantes. Vraiment, la première solution, on va dire, c'est le bon sens. Et c'est le lien qu'on peut faire directement avec la hiérarchie des modes de traitement que je vous présentais tout à l'heure. Valoriser ces déchets, c'est bien, en produire moins, c'est mieux. Et toujours avoir cette réflexion de est-ce qu'on peut produire moins? Et si le déchet est effectivement produit, l'idée c'est de se conformer aux consignes de tri pour favoriser le réemploi et le recyclage. Il y a des solutions qui peuvent être mises en place à l'échelle de l'EPCI qui organise la collecte. C'est le cas de la tarification incitative. Inès expliquait tout à l'heure, hein, donc il y aura un retour d'expérience de la part de Château-Thierry sur cette thématique. L'idée, c'est de limiter la production des déchets en facturant à l'usager ce qu'il produit. C'est un très bon outil de prévention. Au moment de la mise en place de la tarification incitative, en général, ça recrée un intérêt sur le sujet, qui est une thématique jugée peu sexy en général. Mais donc c'est vrai que ça interpelle. On est inquiet de la mise en place de cette tarification incitative et ça permet de se réintéresser au sujet. Pour les territoires sur lesquels il y a cette solution qui est mise en place, on observe une diminution des ordures ménagères résiduelles, puisque c'est souvent sur cette poubelle que la tarification incitative est mise en place. C'est notamment dû à un meilleur tri, mais également une diminution des DMA au global, ce qui traduit une meilleure prévention. À titre d'information, vous avez une cartographie donc de la région Hauts-de-France avec mis en évidence les territoires qui ont opté pour ce genre de tarification. Il y a également donc la prévention qui nous permet de faire un lien avec la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, donc le référentiel national d'utilisation de l'abattement TFPB, puisque les axes 6, 7 et 2 peuvent, enfin voilà, pourraient permettre de porter des axes de prévention, des actions de prévention, pardon. Et la prévention, on peut la faire pour sensibiliser, donc on peut passer à la suite, je vois que le temps file, pour sensibiliser à la thématique des déchets et de la matière et à ses enjeux, donc mettre en avant aussi l'impact de notre consommation sur l'environnement, pour démystifier et répondre aussi aux interrogations des usagers et des habitants. On a souvent, quand on parle de déchets,
des réflexions assez rapides sur le fait qu'on est le seul à trier, sur le fait que les règles de tri sont pas claires, que ça change tout le temps, que ça nous semble pas cohérent. Pourquoi est-ce que la poubelle noire, elle est collectée toutes les semaines et puis la poubelle jaune toutes les 2 semaines? C'est des choses auxquelles on peut répondre, il suffit d'échanger sur ce sujet. Et puis aussi pour présenter les solutions auprès des habitants, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut passer à la suite. Hop, euh, avec des actions de sensibilisation qui peuvent être faites sur le gaspillage alimentaire, par exemple. Les derniers chiffres sur ce sujet, c'est qu'en 2022, c'est 24 kilos, donc à l'échelle française cette fois-ci, 24 kilogrammes par habitant par an qui sont jetés, donc de nourriture comestible jetée. C'est estimé à une perte financière par habitant de 100 euros. Il y a également les solutions de zéro déchet qui peuvent être mises en avant. Euh, les notions de suffisance matérielle, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les objets qui nous entourent? Est-ce qu'on peut pas plutôt les emprunter, les louer? C'est les questions de services partagés. Si on a effectivement un besoin, se poser la question de la seconde main. Il y a enfin voilà, pour les meubles, pour les vêtements, pour les outils. Et puis quelque chose de cassé peut peut-être être réparé. Il y a le réseau des Repair Café qui peut être une piste sur ces sujets-là. Et de manière générale, sur toute la question des déchets, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, qu'on peut réapprendre à faire nous-mêmes, et donc ça peut être des temps conviviaux d'activités manuelles. J'ai mis quelques exemples inspirants en Hauts-de-France, si vous avez besoin, dans les slides qui suivent, notamment la ville de Roubaix, qui est vraiment une pionnière en France sur la thématique du zéro déchet, puisque depuis 2014, ils forment environ une centaine de familles à cette thématique, avec vraiment cette idée de pouvoir concilier la fin du mois et la fin du monde. C'est donc des familles qui, en général, divisent par 3 leur quantité de déchets produits et peuvent réaliser jusqu'à 3 000 euros d'économie par an, ce qui a beaucoup de sens quand même dans cette ville qui est une des plus précaires de France. Et c'est quelque chose qui a essaimé en fait dans toute la ville, euh, au sein des écoles, puisqu'il y a des projets pédagogiques maintenant qui y sont portés, mais également dans le tissu économique local. Il y a une présentation qui est très bien faite par Alexandre Garcin. Là, vous avez le lien en bas de vidéo, enfin en bas de slide, qui dure 18 minutes. Euh, et encore plus court, sur la slide suivante, vous avez un témoignage de 2 minutes de André et Guy qui ont participé à ce programme, enfin à cette animation sur les ateliers zéro déchet de la ville. Depuis 10 ans, ils ont des nouvelles habitudes de consommation. Ils achètent en vrac, ils vraiment luttent contre le gaspillage alimentaire, font leurs produits d'entretien maison. Pour eux, ça représente 250 euros de courses par mois aujourd'hui, ce qui représente 300 euros d'économie par rapport à la situation d'économie par mois par rapport à leurs dépenses précédentes, et ils sont en meilleure santé grâce à des assiettes plus équilibrées, et ça a été la fin du diabète pour Guy. C'est un témoignage audio qui dure 2 minutes et qui est vraiment très inspirant. Très rapidement, je peux vous parler un petit peu de Ripper Café aussi. Le Ripper Café de Bully-les-Mines, c'est un exemple inspirant en région, qui avait quelques ambitions à la création. C'était d'apprendre aux citoyens et citoyennes à réparer par elles-mêmes, leur permettre de faire des économies, créer du lien social et lutter contre l'obsolescence programmée et éviter le gaspillage. Le résultat, c'est que maintenant, donc, c'est animé par un réseau de bénévoles qui est vraiment très très investi dans cette association. C'est 2 créneaux de réparation par semaine qui ne désemplissent pas. Et sur ce territoire, la motivation première des usagers, c'est vraiment lié au pouvoir d'achat. Si vous voulez plus d'informations sur les Repair Cafés en Hauts-de-France, il y a un site internet dédié. Et je vais terminer avec la solution du compostage de proximité, qui est vraiment un outil systémique sur lequel on reviendra plus tard à travers une présentation à venir. Et j'ai un petit peu dépassé le temps, donc je vais vous remercier pour votre attention et laisser la main. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation qui nous permet d'une part déjà de bien prendre en main le sujet pour ceux qui seraient un peu moins opérationnels sur cette thématique-là, à savoir les déchets et toute la gestion, le traitement ensuite des déchets, mais aussi toute la phase de prévention
de la production de déchets en amont et qui permet de vraiment faire le lien aussi avec les quartiers prioritaires de la politique de la ville et toutes les considérations autour d'un côté du pouvoir d'achat et puis de sensibiliser à la question de la prévention des déchets. Mais on va ensuite le voir avec les interventions suivantes, tous les enjeux spécifiques à la configuration urbaine aussi de ces quartiers. Et peut-être qu'on a quelques questions aussi dans le chat, je vois, du Non, côté de... on n'a pas de questions. Alors sur tous les liens, je vois que les collègues de l'IRF sont en train de vous les mettre en direct, mais de toute façon, vous aurez bien sur le PowerPoint, vous aurez accès à l'enregistrement qu'on va mettre, on l'a dit tout à l'heure, sur nos chaînes YouTube respectives, sur nos espaces ressources. Voilà, on a vu que des gens avaient essayé d'enregistrer, on n'a pas permis l'enregistrement par des tiers. On va vous mettre en ligne directement le webinaire, hein. Voilà. Peut-être pour faire le lien avec l'intervenant suivante. Alors, la question des déchets, elle se pose parce que dans le cadre de l'évaluation de l'utilisation de l'abattement de taxes foncières et notamment dans le cadre des contrats de ville, c'est une question qui est souvent revenue dans le dialogue entre acteurs. On voit que c'est une question complexe, hein, c'est une compétence des EPCI, mais finalement, elle s'exerce dans des patrimoines qui peuvent être tout à fait différents. Et la question qui se pose pour les bailleurs sociaux est donc quel impact cette gestion des déchets a-t-elle pour le monde HLM et plus particulièrement dans les secteurs politiques de la ville, qui sont souvent des quartiers d'habitat dense et verticaux. Comment cette question est appréhendée? Donc, on vous propose l'intervention de Céline Di Mercurio, qui est responsable du département politique de la ville et innovation sociale à l'Union sociale pour l'habitat. Voilà, et qui pourra intervenir sur ces notions en lien spécifiquement avec le parc social et avec l'abattement de taxes foncières. Céline, si tu nous entends. Bonjour à toutes et tous. Navré, j'ai un petit souci technique. Est-ce que vous On m'entendez bien? t'entend très bien. Parfait. Eh bien, parfait, tu dis mon support. Écoutez, merci beaucoup. Merci à l'IREV, merci à l'URH du Hauts-de-France pour cette invitation. Pour ma part, je suis en charge de la politique de la ville et de l'innovation sociale à l'USH et j'ai donc le plaisir d'intervenir cet après-midi auprès de vous sur le sujet des déchets ménagers dans le parc HLM. Alors, est-ce que j'ai la main ou il faut que je te demande de passer? Hop, tu passes, parfait. Merci beaucoup. Alors, quelques chiffres, hein, c'est juste pour donner un peu des tendances et puis surtout, voilà, montrer que la question des déchets ménagers, même si c'est pas l'objet, en tous les cas, la mission des organismes HLM, néanmoins, les habitants, les locataires sont aussi des consommateurs et donc des producteurs de déchets. Et comme ils sont très nombreux à être logés dans le parc HLM, à savoir plus de 10 millions de personnes, eh bien, si l'on reprend un peu les ratios, notamment qui ont été évoqués tout à l'heure sur la production de déchets ménagers par habitant et par an, on aboutit à un peu plus de 5 millions de tonnes par an de déchets ménagers produits par les locataires du parc HLM. Donc ça fait effectivement un gisement ou une ressource, si on a une approche positive du sujet, qui est particulièrement conséquente et sur lequel il y a un enjeu particulier à la fois pour des raisons de gestion, mais aussi pour des raisons environnementales. Alors, les organismes HLM sont concernés par la question des déchets ménagers pour deux raisons principales et qui vont être liées à la question de l'entretien qui incombe aux gestionnaires, donc aux organismes HLM, à la fois la question de l'élimination des rejets. Alors, c'est pas l'ensemble de l'élimination des rejets, mais c'est tout particulièrement la question de la gestion des locaux d'ordures ménagères et la question de la sortie des ordures ménagères, étant entendu que jusqu'à maintenant, on était plutôt dans une logique où les containers sont dans des locaux, mais on se rend bien compte que progressivement, les modes de gestion évoluent et que, voilà, en tout cas, c'est un sujet que j'évoquerai tout à l'heure. En tout cas, il y a ce sujet, élimination des rejets, qui concerne les organismes HLM. Et puis le deuxième, qui est concomitant, c'est celui du nettoyage des locaux et donc des parties communes, que ce soit les halls, les paliers, les ascenseurs, etc. Et également, évidemment, les locaux d'ordures ménagères s'ils existent. Et on se rend bien compte aussi sur le terrain que ça, en fait, en tous les cas, la question de l'élimination des rejets, du nettoyage des parties communes, ça c'est dans un cadre classique, mais on peut aussi avoir des mésusages, à la fois dans le bâtiment, mais aussi sur les espaces extérieurs,
qui peuvent nécessiter en tous les cas des prestations complémentaires renforcées de la part de l'organisme HLM, voire même des prestations de collecte pour tout ce qui concerne les dépôts sauvages d'encombrants et qui génèrent à la fois des surcoûts, mais aussi un enjeu pour les bailleurs à faire évoluer leurs pratiques. Alors, les organismes HLM sont dans des territoires qui sont régis, ça a été dit tout à l'heure, par le service public des déchets ménagers. Et donc, il y a des règlements qui s'appliquent. Et donc, ça incombe aux organismes HLM. Et comme ça peut aussi être le cas pour les syndics de copropriété, donc à la fois le règlement sanitaire départemental et également le règlement de collecte sur la façon, en tous les cas, de gérer, de trier les déchets ménagers sur le territoire où le patrimoine du bailleur est implanté. Donc, par exemple, sur les règlements sanitaires départementaux, il peut y en avoir certains qui imposent, en tous les cas, d'avoir des locaux d'ordures ménagères, ce qui ne peut ne pas être le cas dans d'autres territoires. Et donc, là-dessus, les organismes HLM, à chaque fois qu'ils réhabilitent ou qu'ils produisent du coup du logement neuf, doivent s'appuyer sur ces règlements pour pouvoir être en conformité avec ce qui est attendu par les collectivités locales. Et ce qui crée aussi voilà, une forme de complexité, entre guillemets, pour les organismes HLM qui veulent être implantés sur de très nombreux territoires et à chaque territoire, effectivement, son mode de gestion. Donc ça a été très appuyé tout à l'heure, donc je ne vais pas être très très longue, hein. Il y a évidemment sur la question des déchets, la question de la prévention, et le moins il y a de déchets, et voilà, le meilleur des déchets, c'est celui que l'on ne produit pas. La question du tri, qui va très fortement impacter les habitants, dont les locataires et les organismes HLM, la question de la valorisation. Et puis un autre enjeu dont on parle moins, mais qui est néanmoins très important à la fois pour les collectivités locales, mais aussi les organismes HLM, ça va être celui de la maîtrise des coûts de gestion par rapport à la question des déchets, à la fois en termes de volumétrie, mais aussi en termes d'évolution par rapport aux nouveaux modes de gestion des déchets qui sont de plus en plus, en tous les cas, dans une logique de collecte séparée pour pouvoir répondre aux enjeux de tri. Donc voilà, c'était une petite photo juste pour remettre un peu en perspective les différentes modalités possibles, hein, que ce soit la collecte séparée de verre, celle pour les emballages. On voit de plus en plus aussi de points d'apport volontaires sur les biodéchets, puisqu'il y a une obligation depuis le 1er janvier sur le tri à la source des biodéchets. Des bailleurs qui, de façon aussi volontariste, se sont lancés dans du compostage collectif en pied d'immeuble. Et puis cette question, la plus problématique pour les organismes HLM, mais peut-être aussi pour les collectivités, celle des encombrants, et tout particulièrement des dépôts sauvages d'encombrants qui nécessitent en tous les cas d'avoir un partenariat, une logistique et un budget ad hoc très spécifique, puisque voilà, les bailleurs qui sont autour de la table le savent, mais peut-être pas les collectivités locales. La question des encombrants est problématique, notamment parce que ça ne fait pas partie, en tous les cas, des charges locatives récupérables et que c'est, en tous les cas, une dépense qui est pleinement prise en charge par l'organisme HLM. Et il y a des territoires où, malheureusement, ces dépôts sauvages d'encombrants sont de plus en plus importants. Alors, une petite diapo là-dessus, alors simplement pour repréciser aussi sur l'impact finalement de l'évolution des modes de gestion qui classiquement sont plutôt sur du porte-à-porte, hein, et puis qui évoluent de plus en plus vers des points d'apport volontaire et à juste titre, hein, notamment ce que je disais tout à l'heure pour répondre aux enjeux de tri, euh, mais qui parfois, en tous les cas, oublie en tous les cas deux enjeux, et ça a été rappelé, je trouvais cette ordonnance intéressante du tribunal administratif de Toulouse, qui a condamné du coup la collectivité suite à la mise en place d'un point d'apport volontaire, parce qu'il y avait, en tous les cas, c'est l'un de ces deux principes qui n'était pas respecté, à la fois celui de protection à la salubrité publique, qui doit être de niveau équivalent au service précédent, à savoir celui du porte-à-porte, et puis le niveau de qualité de service équivalent. Donc tout ce qui va être effectivement en termes de localisation, de fréquence de collecte, et donc on pense aussi à toutes les personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne sont pas véhiculées et qui, en tous les cas, la mise en place de points d'apport volontaire peut être problématique pour pouvoir jeter ces déchets. Et donc cette question des usages, j'y reviendrai par la suite, mais en tous les cas est absolument cruciale pour atteindre l'objectif qui est fixé aux collectivités locales et aux territoires
sur cette question de prévention et de réduction des déchets ménagers. Voilà, c'est tout l'objet de cette diapositive, ouais, pour vous rappeler aussi, même si tout le monde l'a bien en tête, que les entreprises ont été particulièrement inventives et efficaces pour faciliter la vie du consommateur et donc être dans un acte d'achat de façon très simple. Donc à la fois sur que ce soit en tous les cas sur la question du textile, que sur la question de l'alimentation, sur la question des appareils électriques, électroménagers, et j'en passe. Euh, voilà, il y a une multitude d'applications, des facilités de paiement. On a la livraison à domicile, un service après-vente qui est plutôt efficace. Voilà, quelles que soient les plateformes ou les entreprises, en tous les cas, l'acte d'achat est simple, il est facilité et il arrive jusqu'au domicile. Quand il s'agit de devoir jeter ou se séparer, en tous les cas, de ces biens de consommation, eh bien, ce n'est pas du tout la même expérience. Puisque là, on a, ça a été dit tout à l'heure, hein, et je ne remets pas du tout en cause le système, c'est simplement pour montrer ce paradoxe, à quel point il est facile d'acheter et à quel point il est compliqué de jeter, parce qu'il y a une multiplicité de dépôts, des jours différents, des horaires différents, des acteurs différents. Il faut sortir de son domicile de façon plus ou moins lointaine, hein, notamment pour ce qui est quand on est sur la mise en place de déchetterie pour les encombrants, là, il faut carrément prendre son véhicule pour aller jeter les encombrants, en tous les cas là où il n'y a pas de service de porte-à-porte. Donc, tout ça pour dire que l'expérience qui consiste à jeter son déchet est vraiment totalement, enfin, elle est pleine d'irritants comparativement à l'acte d'achat. Et ce qui est, à mon avis, un défi pour les acteurs institutionnels, que ce soit les collectivités locales et aussi, par voie de conséquence, les organismes HLM pour essayer de rendre, en tous les cas, cet acte de séparation du bien acheté, que ce soit le plus facile possible. Voilà. Et donc, par voie de conséquence, ça contribue, ça ne veut pas dire que c'est la seule raison, mais en tous les cas, ça contribue à avoir des dépôts sauvages, généralement autour des points d'apport volontaire. Donc, il y a quand même le souci de mettre pas très loin d'un lieu de collecte, mais néanmoins, voilà, ça crée des mésusages. Ça donne une image, en tous les cas, du secteur qui est assez négative, et puis ça génère aussi des surcoûts. Et puis par ailleurs, comme c'est jeté en mélange, c'est n'est pas trié, donc c'est difficilement valorisable, et donc ça a un impact assez fort sur l'environnement. Donc cette question de l'aval du cycle de vie du bien de consommation, il est important. Malheureusement, il s'impose aux collectivités locales, puisqu'elles n'ont pas vraiment la main sur les producteurs de déchets, les futurs déchets, à savoir les entreprises. Mais elles ont en tous les cas voilà, cette difficulté à devoir gérer en aval ce cycle de vie du bien de consommation. Et donc, comment on fait pour éviter le déchet, faire évoluer les actes de consommation des ménages, encourager au tri, malgré tout les petites difficultés, irritants, freins, et donc faciliter l'expérience, entre guillemets, utilisateurs, consommateurs ou tout simplement habitants par rapport à cette question du déchet. Donc vraiment, la question des usages est très importante. Donc pour les bailleurs sociaux tout particulièrement, ça a des impacts sur la question des lieux de dépôt des ordures ménagères, puisque ça fait évoluer en tous les cas les modalités de gestion. Ça fait évoluer aussi la question des fonctions, des métiers, des expertises. On le voit notamment avec en tous les cas la généralisation du compostage collectif, puisqu'il y a aussi certains organismes HLM qui ont formé leur personnel de site au compostage. Je l'ai dit tout à l'heure, ça génère des surcoûts qui créent en tous les cas une difficulté pour les bailleurs, parce que cet argent qui est mis sur la collecte des dépôts sauvages encombrants, eh bien, ce sont des dépenses qui ne peuvent pas être affectées aux missions sociales des organismes HLM sur l'entretien du patrimoine ou au contraire l'accompagnement des locataires. Ça nécessite un partenariat en tous les cas, je le dirai tout à l'heure sur la question des contrats de ville, mais ça vaut pour la gestion urbaine en général. Hein, on sent bien, voilà, les organismes HLM ne sont pas compétents sur la question de service public des déchets ménagers. Néanmoins, ça fait partie des acteurs du territoire et que
aura de conséquences. Ils ne peuvent pas agir seuls sur ces sujets et qu'ils ont vraiment besoin de travailler de concert et de façon coordonnée avec les collectivités locales. Si on prend l'exemple de l'implantation des points d'apport volontaire, voilà, il faut qu'il y ait une vraie réflexion en amont sur la question des usages, de réfléchir où est-ce qu'il faut le mettre, de comment est-ce que ça va être géré par la suite. Et puis, comment est-ce qu'on va communiquer aussi et faire évoluer, en tous les cas, ça, ce temps de transition et d'évolution de la façon dont on jette les déchets pour les locataires. Et puis cette question des mésusages, voilà, qui est assez complexe en tous les cas à faire évoluer. Donc voilà, je l'ai dit, on peut passer sur la diapo suivante, j'ai un peu anticipé. Et donc sur la nécessaire approche partenariale, c'est effectivement quand on est en quartier prioritaire de la politique de la ville, on est de fait avec les contrats de ville dans une démarche partenariale. L'idée, c'est de pouvoir avoir en tous les cas une approche coordonnée de la gestion des déchets ménagers, de sorte à ce qu'il n'y ait pas des zones ou des lieux dans lesquels chacun ne sait pas ce qu'il a à faire. Est-ce qu'on est au clair sur c'est le foncier de qui va gérer, est-ce qu'on est prêt à assumer les dépenses afférentes? Voilà, tous ces sujets-là qui sont des sujets qu'il faut mettre sur table pour pouvoir s'assurer qu'on n'est pas effectivement des territoires dans lesquels, ou des quartiers, ou des résidences dans lesquelles voilà, s'accumulent et sont visibles. C'est aussi le défaut des déchets ménagers, c'est que c'est particulièrement visible quand du coup il y a mes usages. Et puis l'autre levier financier, dans le cas des contrats de ville, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est celui de l'abattement, dans lequel on peut à la fois avoir des actions qui relèvent de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi des actions qui relèvent du curatif pour une action renforcée de gestion des déchets et donc renforcer l'entretien. Voilà, donc des réponses qui restent à construire, et c'est le bon moment, entre guillemets, dans le cadre des conventions d'abattement et puis des contrats de ville, hein, sur comment est-ce qu'on travaille collectivement la question du préventif, du curatif, mais aussi, pourquoi pas, du répressif, en lien avec les collectivités locales. Euh, Travailler aussi de façon, en tous les cas, un peu systémique, la question du bâti, la question des usages et la question de la gestion. Les trois vont ensemble, hein, c'est pas uniquement la question du bâti ou uniquement la question des usages. Généralement, ces trois leviers doivent être activés simultanément. Et puis, la question multi-acteurs, j'ai parlé des collectivités locales, des organismes HLM, mais ça peut être aussi les syndicats de gestion des déchets, les locataires, les associations, voilà, tous les acteurs qui sont compétents et de bonne volonté pour travailler sur ces sujets et monter des projets qui parfois sont nécessaires en complément des modes de gestion des collectivités locales pour répondre aux problématiques particulières qui se trouvent dans certains sites. Et donc, je termine avec une petite page pub des publications de l'USH. Voilà, pour celles et ceux qui connaissent, c'est un rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on avait publié il y a quelque temps un guide à l'attention des organisations sur la gestion des encombrants. Également une restitution d'études sur la valorisation des déchets verts en microméthanisation. Une autre publication également sur les biodéchets dans le patrimoine HLM, parce que pas mal de bailleurs se sont lancés dans l'aventure avant même l'obligation de tri à la source des collectivités locales, mais souvent très en lien avec elles, évidemment. Et puis aussi, voilà, vous dire en tout cas pour les organismes HLM qu'il existe un dispositif d'appui pour le traitement des situations complexes et qui peut notamment traiter de la question de la gestion urbaine et sociale de proximité, et dont la question des déchets ménagers et tout particulièrement des mini-usages. Je vous remercie et reste à votre écoute si vous avez des questions. Merci Céline pour ton intervention. Alors, on n'a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, des points de précision pour solliciter les intervenants à la fin de leur intervention. Merci pour ton intervention, elle est très importante. Je n'avais pas donné le chiffre tout à l'heure, mais en Hauts-de-France, dans les plans d'action politique de la ville et dans la valorisation autour de l'abattement de taxes foncières, la question des déchets souvent couvre à peu près un tiers des dépenses à l'échelle régionale. Bien sûr, ça peut zoomer d'un EPCI à un autre sur plus ou moins des taux de valorisation plus grands et peut-être sûrement en lien avec des projets particuliers mis en place. Mais on voit que cette question préoccupe autant
dans la mise en place d'outillage, dans la question de l'animation, de la formation des locataires, que aussi dans le traitement curatif, l'investissement dans certains équipements qui nécessitent parfois sur le patrimoine du bailleur de changer le mode de collecte, de sortir des pieds d'immeuble les conteneurs et d'aller mettre en place des bandes d'apport volontaires sur les extérieurs. Donc voilà, cette question, elle est assez importante et on sent l'investissement encore nécessaire des retours d'expérience qu'on a aussi sur ces sujets. Et justement, en parlant de retour d'expérience, on vous propose l'intervention d'un autre collègue de l'USH, cette fois-ci sur la notion plutôt de qualité de service. Donc Thierry Piedimonte, qui est responsable du pôle qualité de service à l'Union sociale pour l'habitat et qui a suivi un retour d'expérience et une étude sur la question du jet d'ordures par les fenêtres, parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup les bailleurs sociaux et sur laquelle justement on vient assez souvent valoriser des dépenses de personnel supplémentaire pour le ramassage simplement de déchets qui tombent par les fenêtres. Voilà, c'est aussi aberrant de le dire, mais ça existe. Et pour entretenir le patrimoine de façon qualitative et continuer à avoir des espaces extérieurs propres et bien entretenus, bah, il faut réinvestir et toujours continuer d'investir sur ce sujet. Alors, comme l'idée, c'est pas d'être que dans le curatif, mais c'est aussi de comprendre les comportements et de pouvoir adapter notre intervention auprès des locataires pour éviter justement ces jets d'ordures par les fenêtres et diminuer aussi le coût lié à ce traitement. Thierry va nous expliquer justement quelle étude a porté sur ce sujet et quelles sont les réflexions et les pistes de travail qui peuvent nous être proposées. Voilà. Merci à toi, Thierry. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Pamela. Merci effectivement de cette invitation à partager à la fois quelques éléments de capitalisation donc sur cette problématique un peu spécifique quand même, les jets d'ordures par les fenêtres, dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu particulier, et puis aussi ce retour d'expérience. Donc on s'est effectivement intéressé à ce sujet. Si vous voulez bien passer à la slide suivante, merci. Bon, globalement, on sait, mais c'est bien de le rappeler, que la plupart des résidences du parc social sont bien entretenues du fait de l'action des bailleurs, des collectivités, des partenaires et du respect, bien sûr, par la grande majorité des locataires. Mais pour autant, il y a quand même ici ou là, et pas spécifiquement sur le parc social, ça peut aussi être dans des copropriétés, dans du parc privé, des situations où on va rencontrer des problématiques de mésusage, comme l'a évoqué Céline, qui sont des mésusages liés aux déchets ou des incivilités sur des dépôts sauvages, mais aussi des jets d'ordures par les fenêtres. Donc c'est un sujet qui est assez complexe quand même, puisqu'on touche au comportement des habitants. Donc faire évoluer ces comportements, c'est pas évident, même s'il y a de la sensibilisation, c'est toujours complexe et ça prend du temps et souvent les résultats ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc nous, on s'est saisi en termes d'organisation professionnelle de ce sujet depuis maintenant quelques années. Sur la slide suivante, vous donnez un petit peu quels sont l'offre de service, je dirais, de l'USH. Donc, Céline l'a déjà évoqué, mais je le rappelle, effectivement, depuis maintenant plusieurs années, on a un dispositif d'appui, c'est-à-dire qu'un organisme avec un partenaire ou sans partenaire est confronté à des difficultés, des situations dites complexes. Alors, le terme complexe est toujours pas nécessairement évident à définir, mais globalement, c'est des problématiques principalement de tranquillité, sécurité, mais aussi des problématiques, comme l'a évoqué Céline, de problématiques d'incivilité liées aux ordures ménagères. On peut donc appuyer un organisme sur des missions courtes pour les aider à essayer de retrouver un peu de sérénité sur ces situations. Donc c'est un dispositif gratuit qui est offert à nos adhérents et qui peut, s'il y en a autour de la table qui sont intéressés, contacter l'AR ou bien nous directement. Ensuite, on a lancé donc cette économie, hop, la slide précédente, l'expérimentation donc sur laquelle je vais revenir peut-être plus en détail. Et puis, on a aussi des journées professionnelles, des rencontres professionnelles qu'on a, notamment une qu'on a organisée avec Céline en 2024, qui était extrêmement intéressante puisqu'elle donnait à voir un peu la richesse des actions et de l'innovation des bailleurs sociaux et de leurs partenaires justement sur cette question des incivilités et des usages liés aux déchets ménagers, à la fois sous l'angle de l'action, de sensibilisation, d'accompagnement, mais aussi certains ayant parfois l'obligation d'aller dans des registres peut-être plus coercitifs, avec notamment la question de l'assermentation du personnel de proximité, qui peut être aussi un outil et une aide pour lutter contre ces incivilités. Donc en 2025, on va poursuivre ce travail-là sous l'angle à la fois de la capitalisation de cette étude, que je vais aborder juste après, mais aussi
On l'a bien vu à travers déjà quelques échanges. C'est un sujet qui est assez complexe quand même, avec des cadres juridiques qui sont pas toujours très clairs en tout cas pour l'intervenant. Et donc, on a demandé à notre direction juridique qui a missionné un cabinet d'avocats spécialisés pour rappeler un peu quel est le cadre d'intervention des bailleurs sociaux, quels sont les moyens d'action des bailleurs sociaux pour lutter contre ces incivilités ou ces mésusages liés aux déchets ménagers. Il y a souvent des questions, peut-on ouvrir ou pas un sac poubelle pour trouver, pour identifier la personne qui a jeté le sac ou qui l'a déposé en bas de l'immeuble. Donc tout ça est extrêmement complexe et les avis sont assez partagés. Donc c'est bien qu'on rappelle un peu le cadre pour sécuriser l'action des organismes, parce que moi je peux parler qu'au titre de nos adhérents qui sont les bailleurs sociaux. Voilà, en termes d'introduction et de l'offre de services qu'on peut engager auprès de nos organismes. Alors, effectivement, on s'est saisi de cette question parce qu'on voit qu'il y a quand même des enjeux qui sont extrêmement importants pour les bailleurs sociaux sur la slide suivante. Je vais les balayer parce que vous les connaissez, j'imagine, mais peut-être de se les rappeler, c'est pas inintéressant. C'est que cette présence de dépôts sauvages, mais aussi d'ordures ménagères au pied des immeubles, d'une part, ça dégrade le cadre de vie des habitants. Et l'objectif des bailleurs, c'est vraiment d'améliorer ce cadre de vie. On fait tout et on déploie beaucoup de moyens, notamment dans les QPV, mais pas que. Et c'est ce qu'on suit d'ailleurs dans nos enquêtes de satisfaction. Donc, ces comportements-là, malheureusement, dégradent cette qualité du cadre de vie. Ensuite, souvent, c'est des sources de tension entre les locataires eux-mêmes, mais aussi entre les locataires et le bailleur, qui vont parfois donner lieu à des pétitions, des réclamations. C'est aussi, pour les bailleurs, une perte d'attractivité du patrimoine. C'est vrai qu'un locataire disons, un candidat à une location, un demandeur de logement qui vient visiter une résidence où il y a beaucoup de jets d'ordures ou des dépôts sauvages, bah, ça peut l'amener à réfléchir à deux fois avant de prendre le logement. Donc, la relocation peut être parfois plus longue, voire même de la vacance de logement sur des territoires qui peuvent être des territoires détendus. Donc ça, c'est une perte de loyer, une perte de ressources et donc moins de capacité pour les bailleurs à agir. Ensuite, je ne sais pas si ça a été dit, parce que, excusez-moi, je dû me connecter un peu tardivement, mais il y a effectivement toute la question de l'hygiène qui est liée à ces ordures ménagères. On voit que c'est des questions qui posent problème, hein. Plusieurs acteurs interpellent les bailleurs là-dessus. Souvent, les ordures ménagères sont des restes alimentaires qui vont attirer des pigeons, des rats, des souris, des choses comme ça. Donc, ça peut faire peur et souvent, c'est des nuisibles qui sont porteurs potentiellement de microbes ou de virus. Donc, c'est effectivement un sujet important. Peut-être dans les enjeux qui sont extrêmement aussi impactants pour les bailleurs sociaux et les habitants, sur la slide suivante, il y a effectivement toute la question de la sécurité des locataires, mais aussi des équipes, hein. J'ai pris quelques exemples d'articles de presse où on voit parfois des canapés, des micro-ondes qui peuvent passer par les fenêtres. Là, c'était un caddie. Il y a un article dans Le Parisien où c'est un caddie qui est passé par la fenêtre du 5e étage d'un locataire du parc social. Bah, après, ça pose aussi la question on le verra, hein, des problématiques aussi de fragilité psychologique et des problématiques de santé mentale. Mais bon, en tout cas, il y a des risques parfois à passer sous les fenêtres. Et ce qu'on dit peut-être pas assez, mais que nous, on découvre quand on fait ces réunions maintenant autour de ces questions-là, c'était aussi une sorte de découragement, ou en tout cas une incompréhension de la part des équipes sur ce type de comportement. Pourquoi jeter par les fenêtres? On ne comprend pas trop. Donc une incompréhension des équipes et surtout un découragement. On voit que globalement, alors c'est peut-être pas vrai dans vos territoires, mais globalement, on voit que les actions portent pas toujours leurs fruits, en tout cas dans la durée. Il y a des opérations coup de poing qui peuvent amener une amélioration ou un plus, mais que malheureusement, les mauvais comportements peuvent revenir assez vite. Et du coup, il y a une sorte de découragement des équipes de proximité. Et puis enfin, dans les impacts, Céline l'a déjà évoqué, hein, c'est effectivement le coût financier, c'est que ça coûte extrêmement cher, il faut souvent des moyens supplémentaires, des équipes dédiées, et que malheureusement, le coût de ces interventions, c'est autant de ressources qui ne peuvent pas être mises dans d'autres actions qui seraient des actions peut-être plus intéressantes pour les habitants en termes de vivre ensemble, de qualité de cadre de vie. Voilà. Donc ça, c'est un peu les enjeux, les impacts qui font que ce sujet, quand même, n'est pas si anodin que ça. Même si nous, au début, on se disait, bon, j'ai d'ordures par les fenêtres, ça peut prêter à rire. Finalement, c'est un sujet assez sérieux et assez impactant. Finalement, on a déjà fait plusieurs réunions sur ces sujets-là avec nos adhérents, avec les organismes HLM. Et
Alors, c'est pas tout à fait définitif, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qu'on commence à produire, mais c'est pas encore tout à fait validé, mais je trouve que ça peut se construire dans le temps. À la fois, donc, on peut faire une sorte de panorama de ce qu'on va retrouver au pied des immeubles, qui sont soit jetés par les fenêtres, soit déposés en partant, mais aussi commencer à réfléchir à essayer de comprendre quels sont les motifs ou les motivations, alors c'est toujours compliqué, mais qui peuvent justifier ces comportements. Donc sur la slide suivante, on s'est... Moi, j'ai pas la slide suivante, voilà. Je me suis librement inspiré, donc je vais dire ça comme ça, d'une étude qui a été conduite par une équipe de sociologues. Je pourrais vous donner les références. Il y a trois cabinets, trois laboratoires de sociologie de Paris 8 qui ont travaillé avec 16 organismes de pleine commune, dans le cadre justement d'un contrat de ville, et qui ont essayé, donc qui ont rencontré à peu près 200 familles et qui ont essayé de comprendre pourquoi certains locataires jetaient par les fenêtres. Qu'est-ce qu'ils jetaient et pourquoi on jetait? Globalement, ce qu'on va retrouver le plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des restes alimentaires, surtout du pain, des pizzas. Les explications qui sont données souvent, c'est parce qu'il y a une sorte d'altruisme, c'est de dire on va essayer de nourrir les animaux, notamment les oiseaux. C'est aussi ceux qui croient au retour à la terre, c'est-à-dire ce qui vient de la terre doit retourner à la terre. Donc il y a un peu cette logique-là. Il y a aussi pas mal de problématiques autour de jets de couches culottes, de coton-tige, un peu tout ce qui va être lié à l'hygiène du corps. Là, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt sur un comportement beaucoup plus égoïste, hein, puisqu'il n'est pas du tout altruiste. C'est se séparer le plus tôt possible de tout ce qui a une mauvaise odeur dans le logement. Donc, effectivement, on va porter vers l'extérieur ces choses qui sont porteurs de mauvaises odeurs. Ensuite, on va voir tout ce qui va être plutôt de l'ordre de l'emballage, donc papier bonbon, paquet de gâteaux, soda, canette de soda. Là, les sociologues incombent ça plutôt à des comportements de type jeu d'enfants, adolescents, jeux d'adultes. Donc ça, c'est les motifs principaux. Il y a des motifs accessoires qui vont être l'idée de se dire finalement, on va essayer de descendre le moins possible. Peut-être que ça, si ça passe par la fenêtre, ça sera plus rapide que de descendre le sac poubelle. Et ce qu'on a aussi découvert dans le cadre de notre expérimentation, c'est que ça peut être aussi une forme de manifestation d'un mécontentement des locataires auprès des autorités, mais aussi auprès du bailleur. J'ai en tête cette expérience sur un quartier de Toulon, où les locataires étaient globalement très mécontents d'une réhabilitation, où on avait notamment supprimé les aires de jeu pour les enfants, et du coup, certains locataires manifestaient leur mécontentement à travers des jets plutôt des encombrants par les fenêtres. Donc c'est aussi un motif de jet par les fenêtres. Sur la slide suivante, on voit d'autres motifs ou d'autres natures de déchets, pardon. On va retrouver tout ce qui va être plutôt autour de les bouteilles d'alcool, tout ce qui reste, les restes de produits psychoactifs. Là, souvent, les personnes qui ont été interrogées évoquent la question de la sphère intime, c'est-à-dire on essaie d'évacuer et de garder secret des comportements de consommation d'alcool ou autres par rapport à la structure familiale. Et puis, il y a un sujet qui n'est pas inintéressant, je trouve, pour lequel là, les bailleurs pourraient avoir une action peut-être plus forte, c'est que certains déchets sont jetés par les fenêtres parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Donc, c'est souvent l'huile de cuisson qui revient. On va mettre cette huile de cuisson dans des bouteilles en plastique et on va les jeter parce qu'on se dit que si on les met dans les WC, dans les lavabos, ça va les boucher parce que c'est de l'huile et quand l'huile, après, va effectivement se solidifier. Donc, il y a un risque, il y a une appréhension. Donc, certains considèrent que c'est plus facile de les jeter par les fenêtres. La même problématique avec les lingettes qui vont souvent boucher les évacuations des eaux usées. Donc, c'est un vrai fléau, ça, pour les organismes HLM. Donc, peut-être qu'il y a matière à travailler peut-être là plus sur la communication, l'information des locataires, sur quelles sont les bonnes attitudes à avoir par rapport à ce type de déchets pour lequel on n'a pas nécessairement le bon réflexe. Voilà. Euh, voilà. Et puis bon, après, il y a effectivement des petits encombrants, des micro-ondes, des choses comme ça. Mais là, j'avoue que je ne sais pas ce qui peut passer par la tête d'un locataire quand je le compte par la fenêtre. Donc, je pense que là, on est plutôt sur des pratiques de fragilité psychologique ou de santé mentale. Donc, peut-être par rapport à tout ça, donc cet état des lieux est intéressant parce qu'il donne une typologie de maître de déchets et peut-être de motivation, ce qui doit permettre d'aider les organismes à mieux travailler des actions soit individuelles, soit collectives, soit de sensibilisation, soit plutôt répressive ou de coercition. C'est ce qu'on va voir peut-être sur les slides suivantes.
Voilà, bon, là, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que je sais que je n'ai que 10 minutes à 15 minutes, donc je vais essayer de faire très vite, mais globalement, on voit que sur certains sujets, on peut être sur des actions effectivement qui sont des actions de valorisation. Je sais que certains organismes, par exemple, travaillent avec la Fédération de protection des oiseaux pour installer des nichoirs. Donc, c'est effectivement, quand il y a des locataires qui jettent souvent du pain, ça peut être intéressant d'avoir des partenariats avec la FPO. Donc, ça peut être aussi un registre beaucoup plus coercitif en rappelant effectivement le règlement intérieur. Il y a aussi des programmes qui ont été développés, notamment avec les écoles, des programmes pédagogiques. Euh, Certains travaillent sur les copâturages. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est développé chez vous, mais c'est extrêmement intéressant. On était dans une réunion dans les Hauts-de-France il n'y a pas très longtemps, justement, où un organisme disait bah, ils ont mis en place de l'éco-pâturage, donc avec des brebis, des moutons, etc., pour entretenir les espaces verts. Et ils se sont aperçus que du coup, ça avait un effet indirect sur les jets d'ordures par lesquels qui sont quasiment arrêtés du jour au lendemain. Donc, ce n'était pas l'objectif premier, mais des solutions de ce type comme l'éco-pâturage, finalement, et on va creuser cette question-là, ça a l'air de produire vraiment des effets extrêmement intéressants, parce qu'on a peur finalement de blesser la bête ou finalement de se dire, bah, si cet animal consomme des déchets, elle risque de mourir. Donc du coup, c'est des actions assez nouvelles qui sont intéressantes. D'autres actions, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Ficha, qui est une entreprise qui travaille sur la qualité du tri des déchets ménagers, qui installe sur des containers des capteurs avec de l'intelligence artificielle, et du coup qui permet de détecter assez vite si le tri du locataire est bien fait ou pas, avec un système de bonus-malus, c'est-à-dire si le tri est bien fait, il aura déjà des messages d'encouragement sur une application, mais il aura aussi des bons d'achat. Donc voilà, il y a aussi ce programme-là de bonus-malus avec des entreprises qui se développent sur ces sujets-là, qui sont tout à fait intéressants et qui sont à suivre. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps, peut-être je vais peut-être poursuivre juste là sur la slide suivante. Ça va, Thierry, tu peux encore prendre le temps tranquillement. Ok, ça marche. Très bien. Alors du coup, je vais peut-être aborder la question de l'expérimentation et je laisserai Céline parce que c'est vraiment avec Céline qu'on a piloté cette mission qui était cette expérimentation donc sur les jets d'ordures par les fenêtres. Donc si on veut, on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Céline, n'hésite surtout pas à compléter si tu le souhaites. L'idée, c'est de se dire, on voit que cette question des jets d'ordures par les fenêtres est très extrêmement compliquée. Elle touche au comportement des locataires et qu'on a du mal à faire évoluer ces comportements. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'avoir une approche un peu spéciale, un peu innovante et d'essayer de mobiliser des nouveaux concepts et des nouvelles approches. Donc, on a fait une sorte d'appel à candidature, donc on a 4 organismes se sont portés volontaires, qu'on verra juste après. On a aussi sélectionné une agence qu'on appelle une agence du design de service, qui nous a aidé à piloter cette démarche. Avec l'idée, c'est effectivement d'apporter une réponse aux organismes qui sont partie prenante, mais aussi pour nous d'essayer de travailler sur des enseignements et des recommandations qui soient opérationnelles pour les organismes qui seraient confrontés à ces situations-là. Les 4 organismes, on va les voir sur la slide suivante. 2 sont en région parisienne, 2 sont en région PACA, sur des secteurs qu'on peut qualifier d'assez complexes quand même, hein. Un sur Porte de la Chapelle avec une problématique de jet d'ordures par les fenêtres sur des toits terrasses, parce qu'on voit qu'il y a quand même des espaces qui sont plus propices que d'autres à des jets d'ordures par les fenêtres. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'étude, mais j'aurais peut-être pas le temps de tout vous montrer, mais il y a les toits terrasses, il y a les arrières de bâtiments, les façades nord, il y a les terrains où il y a assez peu de où la destination ou l'usage n'est pas nécessairement très clairement identifié par les locataires qui vont être plus propices à des jets d'ordures par les fenêtres. Deuxième quartier, c'est sur Toulon, résidence La Baume, qui est quand même un secteur aussi qui est pas facile. Il y a CDS Habitat qui a travaillé avec nous sur la résidence Floréal à Saint-Denis et un quartier nord de Marseille qui s'appelle La Visitation, des petits immeubles des R+4 qui étaient aussi confrontés à pas mal de problématiques au niveau des déchets, mais pas que. Donc, l'idée de travailler peut-être sur la slide suivante, si vous voulez bien. L'idée, ça a été de mobiliser des nouveaux concepts qu'on rencontre beaucoup maintenant chez les partenaires, notamment les entreprises de transport comme la RATP, la SNCF, mais aussi des grandes collectivités, des grandes villes. C'est ce qu'on va appeler le design du service, c'est-à-dire comment on part finalement de l'usage de l'usager, ça se dit pas trop, hein, mais c'est un peu ça, ou du client ou du locataire,
et comment on essaie de construire avec eux des solutions donc matérielles ou immatérielles, qui prennent en compte l'ensemble des dimensions de l'usage, c'est-à-dire son comportement, mais aussi son environnement, le lieu, les représentations et les cultures. Et la plupart du temps, c'est cette approche du design du service. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc on laissera les spécialistes, mais je vous dis ce que j'en ai compris. Ça va s'appuyer aussi sur ce qu'on appelle le nudge. Alors, j'imagine que vous connaissez tous maintenant cette approche-là. Le nudge, finalement, c'est une production souvent de solutions matérielles ou immatérielles qui va aider à faire évoluer les comportements ou en tout cas, l'architecture des choix. C'est-à-dire quand une personne ou un usager est face à un choix, on va essayer de l'inviter par des petites solutions euh, simples et peu coûteuses à faire le bon choix, le choix le plus vertueux. Quelques exemples que vous avez dû rencontrer dans votre vie quotidienne, c'est par exemple quand vous êtes en bas d'un escalateur, vous allez prendre l'escalator parce que c'est plus simple. Mais pour votre santé, pour le bien-être et pour votre poids, l'idéal, ça serait de prendre les escaliers. Donc, on va faire en sorte de vous inviter à prendre l'escalier avec un habillage de l'escalier, avec des petits messages, des couleurs. Voilà. Donc, moi, je le fais tout le temps maintenant. Avant, je prenais les escalators et maintenant, je prends les escaliers et je suis en pleine forme grâce au nudge. Autre exemple qu'on retrouve dans certaines collectivités qui sont souvent confrontées à des jets de mégots, c'est comment faire en sorte que les personnes ne jettent pas leurs mégots par terre, mais le jettent dans des dispositifs qui sont prévus. C'est le cas par exemple à Besançon qui ont mis des petites boîtes où vous allez voter pour votre footballeur préféré. Donc soit vous votez pour Ronaldo, soit vous votez par Messi en mettant le mégot dans le footballeur que vous préférez. Donc voilà, c'est un peu ça le notch, des petites solutions qui devraient être assez peu coûteuses, assez simples à mettre en place et qui doivent vous aider. C'est pour ça qu'on appelle ça un coup de pouce, hein, qui doivent vous aider à faire le bon choix, en tout cas le choix de l'intérêt général. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, donc, on a travaillé avec ces 4 organismes sur 4 sites. Sur la slide suivante, on va voir un peu la démarche méthodologique qui a consisté finalement à avoir un temps vraiment qui sera un temps d'immersion, puisqu'on est les équipes du bailleur, parfois même les partenaires, parfois même la collectivité. Ça a été le cas sur certains sites. Nous sommes restés 3 jours in situ, avec des phases d'entretien, de porte-à-porte, d'observation, d'essayer de comprendre un peu ces problématiques. Alors, on n'est pas rentré directement sur le jet d'ordures par les fenêtres, mais sur la question de la gestion des déchets et des encombrants, parce qu'il ne faut pas avoir une démarche trop stigmatisante, donc il faut avoir une démarche peut-être beaucoup plus ouverte. L'idée ensuite, après, c'est de capitaliser toutes ces informations, tout ce qu'on a pu recueillir, comme on est sur une démarche de design, donc l'idée c'est vraiment de travailler sur des axes créatifs. Donc on en a retenu 4 qui sont comment incarner les agents d'entretien, j'y reviendrai juste après, comment rendre visibles les économies de temps, c'est-à-dire le temps que le gardien ne passe pas à ramasser les ordures ménagères, il doit pouvoir passer ailleurs. Alors celui-là, malheureusement, il a été abandonné assez vite parce que trop compliqué à mettre en place. Celle qui a bien fonctionné, c'est le défi label résidence propre. J'ai vu que ça existe dans certaines collectivités aussi, où on travaille sur certains quartiers sur des défis label quartier propre. Et puis, il y a aussi cette notion de réanimer les angles morts. Et à partir de ça, donc on a travaillé sur c'est pas moi d'ailleurs, c'est plutôt connu avec les bailleurs, c'est pas nous avec Céline, on les a laissés travailler. Comment on crée ces solutions, comment on les met en place, notamment des prototypes, et ensuite comment on en tire des enseignements avec des suivis assez réguliers pour voir si le volume de jet d'ordures par les fenêtres a plutôt tendance à baisser ou pas. J'ai largement dépassé mon temps, donc je vais aller beaucoup plus vite sur les solutions qui ont été mises en place. Donc, la première solution, incarner les agents d'entretien, on s'est dit finalement, il y avait 2 postulats de départ. C'est un, on se dit que finalement, si on arrive à faire comprendre que ces jets d'ordures par les fenêtres, ça a un impact fort et désagréable sur les gardiens et sur les agents d'entretien, on peut imaginer que ça peut faire évoluer le comportement des locataires qui sont à l'origine de ces jets d'ordures par les fenêtres. 2, si on arrive à animer ces dispositifs en créant du lien avec l'agent d'entretien, donc plus il y a des liens entre le locataire et les équipes de proximité, plus on est respectueux de son travail. Donc ça, c'est les 2 postulats de départ. Et donc, la solution Nudge qui a été mise en place, c'est de mettre en place des portraits et des silhouettes stylisées. Vous avez quelques exemples là, dans différents espaces extérieurs, mais espaces privatifs aussi dans les parties communes, qui sont l'occasion de communiquer des messages, de rappeler des éléments de règlement. Et du coup, ça attire beaucoup plus l'œil des enfants et de leurs parents parce que c'est une communication un peu différenciée.
Et voilà. Donc ça a très très bien fonctionné et certains organismes continuent à le développer dans d'autres résidences, notamment la RVP, qui le fait aussi maintenant dans le neuf, dans des programmes neufs, dans des programmes anciens. Donc c'est une nouvelle façon de communiquer avec les locataires qui fonctionne très bien. Peut-être sur la slide suivante. Donc, deuxième axe créatif, c'est comment réanimer les angles morts. Ce que je disais, c'est effectivement, il y a des espaces qui sont vraiment des espaces où le locataire, où l'habitant n'a pas nécessairement une bonne idée de l'usage. Et donc, il se dit, bah, tant qu'à faire, on va, on va pouvoir y mettre des déchets. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on ramène de l'usage, comment on ramène de la présence dans ces espaces et comment on crée des sentiments d'appartenance dans ces espaces qui sont souvent soit des toits terrasses. Ramener l'animation sur la toit terrasse, c'est pas une bonne idée, mais donc on verra qu'il y a une deuxième solution. Mais quand c'est en pied d'immeuble, sur le côté ou à l'arrière, là, on peut effectivement ramener un peu d'animation. Donc l'idée, c'est d'organiser. Il y a eu deux solutions. Une première solution qui a été mise en place, mais qui n'a pas très bien fonctionné, c'est celle-là, notamment sur Marseille, où tout a été dégradé assez rapidement parce que les solutions étaient peut-être trop fragiles. Du coup, c'était l'idée de dire on va faire avec les habitants des opérations des ateliers de photographie, d'exposition, etc. Donc, et avec les enfants, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, je vais vite passer à la deuxième, qui a beaucoup mieux fonctionné, qui est donc se dire finalement, ce qui serait intéressant aussi sur ces espaces-là, c'est de ramener aussi un peu d'usage en créant des dispositifs qui soient des dispositifs visuels, à la fois pour les locataires qui habitent très haut, qui le voient parce que c'est assez important, mais aussi très coloré. Et en se disant, bah, finalement, il y a quelques œuvres là, il faut pas les aligner, et qui ont donné lieu aussi à de l'animation. Donc, on a fait ce qu'on appelle des arches décoratives, où les enfants peuvent jouer dessous, mettre des messages, des animations. Il y a des petits déjeuners, des choses comme ça et ça a plutôt bien fonctionné. Alors, il faudrait qu'on revienne vers les organismes, puisqu'il y en avait deux. Paris qui l'a mis en place sur la RDP sur un toit terrasse et Seine-Saint-Denis qui l'a mis en place, CDC Habitat qui l'a mis en place sur les Fleuréales. Et donc, aux dernières nouvelles, ça avait bien fonctionné, mais on reviendra vers eux assez rapidement. Et enfin, dernière solution que je voulais vous proposer, qui concerne le défi. Alors là, on est un peu aux limites de l'approche par le nudge, puisque l'idée, c'était de se dire, effectivement, on va mettre en place un challenge qui a plutôt bien fonctionné, où on va mettre chaque mois un certain nombre d'actions de challenge à engager, qui sont communiquées. Chacun va pouvoir, à partir d'une application WhatsApp, se dire, bah oui, effectivement, moi, c'est des choses qui m'intéressent, et les enfants ont vraiment beaucoup bien joué le jeu, parce que les résultats sont vraiment, je crois que le nombre de jets d'ordures par les fenêtres avait été divisé par, je crois qu'il y avait moins 60%, donc c'était plutôt très bénéfique. Après, la RVP a essayé d'aller un peu au-delà, puisque normalement, c'est pas prévu dans la partie notch, mais il y a eu, ils se sont dit pourquoi pas, tant qu'à faire, on est dans l'innovation, dans l'expérimentation, on va beaucoup plus loin. Ils ont mis des récompenses financières. C'est-à-dire que si le ménage, la famille fait ce challenge, le réussit, il peut rapporter 5 euros. Chaque action rapporte 5 euros, sachant qu'il y avait un budget global qui était de maximum 30 euros par famille. Bon, tout ça pour vous dire que ça a très très bien fonctionné. Les locataires étaient super contents et le nombre de jets d'ordures par les fenêtres et même l'entretien, la propreté des parties communes a été plutôt parti. Excusez-moi, je disais le message en même temps, a plutôt apporté ses fruits. Voilà, excuse-moi, je crois que j'ai légèrement dérapé dans le timing, mais Mais écoute, voilà. c'est très bien. Si tu as terminé, Thierry, on a même une question pour toi. Tu vas Ok. inaugurer le chat des questions. Sur la question du financement des récompenses individuelles, est-ce que tu sais comment a fonctionné le bailleur sur le sujet? Euh, Céline, je me tourne vers toi. Est-ce que tu te souviens comment le bailleur a financé? Je crois qu'ils l'ont pris sur leur budget spécifique, mais je me souviens plus exactement. Les financements de l'expérimentation? Des récompenses des Non, ménages les dans le 5 cadre du Ah, euros, des les 30 confinement? euros. récompenses? Ouais, Ouais, non, ils avaient un budget dédié en fait à l'expérimentation et donc ça en faisait partie. d'accord, très bien. Après, ça représentait pas un très très gros budget, hein. 30 euros Ah. par ménage, il y avait 60 logements, je crois. Donc ça faisait pas non plus quelque chose de. Voilà. Mais on sait que c'est un sujet qui est un peu sensible. La RIVP a décidé de passer le cap en se disant, peut-on rétribuer des actions de ce type? Bon, ils ont testé, ça a bien marché. Après, voilà, il faudra qu'on en tire les enseignements. Très bien. Merci Thierry. Inès.
Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer au retour d'expérience suivant, qui est celui de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, avec Julie Chauffer et Sophie Tiffen, que je laisserai se présenter, et donc, qui vont pouvoir nous expliquer comment la redevance incitative a été mise en place sur le territoire. Alors, il y a un certain recul, mais bien que ce soit quand même quelque chose qui a été mis en place récemment, puisque ça a été mis en place en 2023, après une année blanche. Et il peut y avoir tout un tas de défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre ce mode de tarification. Et donc, on va pouvoir voir avec elles quels sont les freins et donc les conditions aussi de réussite qu'elles ont pu mettre en évidence. Et puis aussi les premiers impacts qui peuvent être observés sur les QPV et donc les habitants des quartiers. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour, Sophie Tiffen. Moi, je travaille au service déchets de la com d'agglo de Château-Thierry. Et donc, je suis avec ma collègue Julie, qui, elle, est responsable politique de la ville. Je ne sais pas si Bonjour, Julie... effectivement, Julie Chauffer, responsable politique de la ville à l'agglo de Château-Thierry. Voilà, et donc l'idée, c'était aujourd'hui de vous faire un retour d'expérience, puisque donc, on est une collectivité de 87 communes, 55 000 habitants, avec 2 quartiers prioritaires qui sont donc concernés par la redevance incitative. En fait, le territoire a mis en place la redevance incitative depuis 2023, comme ça a été dit, mais finalement, c'était déjà en projet bien avant, puisque dès 2015, une partie du territoire, et donc celle concernée par les 2 quartiers prioritaires, pensait déjà à cette mise en place. Et donc l'objectif, c'était bien d'individualiser la production de déchets des usagers, puisque, mais ça je pense que tout le monde l'a compris, c'est vraiment le principe pollueur-payeur. Pour mettre en place la redevance incitative, on doit savoir qui produit quels déchets. Et donc, je disais qu'en 2016, un des 2 quartiers a été équipé de points d'apport volontaires avec des badges pour les ordures ménagères. Pardon. Des déchets recyclables en accès libre et le verre en accès libre également, avec, et ça on n'en a pas trop parlé, des composteurs partagés. Sophie, est-ce que vous nous entendez toujours? Ça a coupé? Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, on vous entend. Ah pardon, Ça a coupé. petit problème technique. Donc je disais qu'il y avait des composteurs partagés également qui étaient installés dans les 2 quartiers prioritaires et une déchetterie assez proche, voire très très proche, puisque les habitants peuvent y aller à pied. Donc contrairement à ce qui a été évoqué, pour nous, il n'y a pas de problème de locomotion pour accéder aux déchetteries. Et donc les PAV fonctionnent avec des badges et donc tout notre intérêt, c'est de faire venir les nouveaux locataires à l'agglo pour qu'ils viennent chercher 2 badges pour pouvoir accéder au PAV ordures ménagères. Et l'autre intérêt, c'est aussi de faire venir les locataires sortants, puisque eux, ils doivent rendre les badges et mettre à jour leur compte déchets pour qu'on puisse solder la facturation du service. Et donc, finalement, on a 3 gros problèmes avec, je parle du quartier prioritaire, mais c'est vraiment pas un problème de ce quartier, hein, on le constate auprès de tous les points d'apport volontaires. On a beaucoup d'incivilités, hein, pas de surprise vu tout ce qui a été dit pendant la réunion. Avant la mise en place effective de la redevance incitative, on avait déjà des incivilités. Donc ça, c'est vraiment important de noter que c'est pas lié forcément au fait qu'il y ait une facture à la clé. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une difficulté pour nous pour vous pour les locataires au niveau du paysage urbain, on va dire. Ça a recoupé encore une fois. Est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend là. Pardon. Je vais essayer de laisser couper ma caméra peut-être pour que ça passe mieux. D'accord, ok.
Donc je disais que pour nous, c'était une difficulté pour le financement du service, hein, puisque finalement, on a beaucoup d'incivilités et donc beaucoup de présentations de badges qui ne se font pas, puisque nous, la facture, il y a un système forfaitaire, c'est-à-dire que l'usager peut déposer 104 fois dans l'année un sac d'ordures ménagères dans le PAV. S'il dépose plus, il est facturé plus. Ça, c'est vraiment le principe pollueur-payeur. À l'inverse, il y a un système de bonus, c'est-à-dire les usagers qui produisent peu de déchets, moins de 52 par an, 52 sacs déposés par an ont un bonus. Et donc, finalement, ça nous coûte, les incivilités nous coûtent aussi de ce point de vue-là. La deuxième difficulté, c'est de faire venir les locataires jusqu'à nous pour rendre ou avoir des badges. Et donc ça, c'est un gros travail à faire avec le bailleur pour qu'il y ait une communication faite au moment de l'état des lieux d'entrée et au moment de l'état des lieux de sortie. Et enfin, la troisième difficulté, mais ça a été évoqué aussi, c'est par rapport au tri des déchets qui est vraiment de mauvaise qualité. Et donc la petite particularité, c'est qu'effectivement, il y a eu comme vous le disiez, il y a eu un retour en arrière de la commune concernant le deuxième quartier prioritaire, puisqu'il a été décidé de ne pas installer de PAV sur ce quartier-là, mais de demander aux bailleurs de réouvrir les locaux poubelles. Et donc actuellement, les bailleurs réaménagent, ont commencé les travaux pour réaménager les caves. Donc voilà, au niveau des conseils que j'ai à donner, on a vu quand même un panel assez large de solutions. On en a testé quelques-unes, alors avec des difficultés pour savoir toujours qui finance les solutions proposées. Et donc les conseils que j'ai à donner, moi, en tant que service déchets, c'est pas forcément foncer tête baissée vers la solution du point d'apport volontaire. C'est bien à certains endroits, mais c'est vraiment pas adapté partout. Et puis travailler le plus possible main dans la main avec le bailleur pour que les projets soient cohérents, partagés et qu'il y ait vraiment une cohérence pour l'habitant. Donc voilà. Merci beaucoup, Sophie. On a une question dans le chat qui... Alors, n'y a-t-il pas trop de dépôts sauvages? Donc ça, peut-être qu'au-delà des dépôts autour des bandes d'apport volontaire, les dépôts sauvages, c'est un peu plus large quand même. On a parlé tout à l'heure des encombrants, j'imagine que ça recouvre ça aussi. Et les habitants sans badge déposent-ils à côté des paves? Vous en avez un peu parlé, mais peut-être préciser. Oui, alors je peux préciser. Donc effectivement, on a pas mal de dépôts sauvages, que ce soit des encombrants ou des ordures ménagères. À titre anecdotique, parfois le collecteur se retrouve à ramasser plus de sacs au pied des PAV que de sacs dans le PAV lui-même, tellement sur certains points c'est compliqué. Et donc on a passé une convention avec les bailleurs qui doivent régulièrement, à peu près une fois par mois, nous envoyer la liste à jour des locataires en place. Nous, on la compare à la liste de nos usagers de facturés. Et les usagers qui sont pas facturés et donc qui n'ont pas de badge, on leur adresse un courrier. Ils ont 15 jours pour venir chercher leur badge auprès du service. Et à défaut, ils sont facturés à un tarif, au prix fort, on va dire. C'est le forfait maximal de notre grille tarifaire. Donc ça incite quand même à rentrer, à venir chercher. Ça incite les usagers à venir chercher leur badge, mais ça fait pas non plus des miracles, puisqu'il y a aussi des dépôts qui ne sont pas forcément issus des gens des quartiers, bien sûr. Merci pour la réponse. On a une deuxième question pour vous. Pourquoi un changement de projet sur le deuxième QPV? Peut-être préciser Par rapport si ça a à été mis en place d'abord là-bas ou pas du tout. Alors, effectivement, il y avait un projet de PAV sur le deuxième quartier. Il a été fait pas en même temps que sur l'autre quartier parce qu'il y avait un projet en rue. Et du coup, pour la cohérence des travaux, voilà, on attendait. Et puis finalement, un peu au dernier moment, la commune a décidé de ne pas installer de PAV au regard des nombreuses difficultés rencontrées sur le premier quartier. Très bien, merci. Merci beaucoup, Sophie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va les relayer. Pas d'autres questions pour l'instant. Pas d'autres questions pour l'instant.
Merci beaucoup Sophie et Julie également. Le temps défile, donc on va peut-être pouvoir passer au retour d'expérience suivant Là, qui est j'ai pas donc... eu le temps d'écrire ma question et j'avais Ah une autre oui, question. Ah, Est-ce que j'ai le temps de l'écrire ou pas? oui, c'est la question que j'ai posée, Thierry. Pourquoi un changement de projet sur le deuxième QPV, c'est ça? Oui, Ou et tu la en avais une deuxième que autre? j'étais en train d'écrire, c'est quel était l'accompagnement auprès des habitants, justement, avec la mise en place de la, alors, je sais plus comment vous dites, Épave. incitatif. Redevance incitative. Ouais, voilà, la redevance incitative. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement, du porte-à-porte, des réunions d'information? Oui, alors il y a eu des réunions d'information en pied d'immeuble au moment de l'installation du PAV, ce qui a permis dans un premier temps de faire une distribution générale, on va dire, des badges, en tout cas auprès des locataires présents. Il y avait des permanences finalement de distribution de badges. Mais en fait, ça a été un peu... Enfin, nous, on est une agglo issue d'une fusion. Mais donc la collectivité, la communauté de communes qui avait géré ça à l'époque avait annoncé la mise en place de la redevance incitative l'année d'après ou peut-être 2 années après, je ne sais pas trop. Et finalement, il y a eu un retour en arrière, donc ça a été difficile. Enfin, les usagers s'attendaient à recevoir une facture et puis bah, il y a eu un changement de décision, donc ils l'ont pas reçu tout de suite. Mais donc l'aglo ensuite, quand la redevance a vraiment été décidée, enfin quand il a vraiment été décidé de mettre en place la redevance, il y a eu un guide envoyé à tous les habitants pour prévenir de l'année, ce qu'on appelle nous année blanche. En gros, c'est une année test avec une facture test pour que les usagers se rendent compte de l'impact de la facture. Et puis ensuite une deuxième communication toute boîte en 2023 vraiment au passage de la redevance incitative. Et ces éléments-là étaient aussi promus par une collègue qui était médiatrice sur les quartiers et donc qui tenait des permanences aussi pour la remise des badges et puis qui répondait à l'ensemble des questions aussi bien relatives au tri, à la prévention, au compostage, etc. Qui n'est plus aujourd'hui dans les quartiers depuis 2 ans déjà. Alors, je me permets une dernière question sans l'écrire, je suis désolé, je crois que j'ai pas suivi l'introduction, il y avait sûrement des consignes. Et juste pour comprendre, normalement, il y a une taxe d'ordure ménagère, mais du coup, quand il y a une redevance incitative, ça vient en remplacement de la taxe d'ordure ménagère? Non, c'est ça? Je Oui, pense que c'est c'est ça. En fait, la taxe d'ordure ménagère, elle est comprise dans la taxe foncière sur le foncier bâti. La redevance, elle vient. Enfin, on peut pas avoir les deux. Donc, s'il y a une redevance, il y a pas de taxe. Et l'intérêt, c'est qu'elle n'est pas liée au propriétaire, mais elle est bien facturée au producteur de déchets, donc soit le propriétaire, soit le locataire. Et c'est pour ça que tout l'intérêt, c'est ce que je disais au début, c'est d'individualiser, ce que permet de faire le point d'apport volontaire avec le système de badge. Mais ce que je disais à la fin cette fois, c'est que bah, au vu des problèmes, ça sert à rien non plus de mettre des PAV partout, puisque certes, ils permettent d'individualiser la production de déchets, mais derrière, on n'a pas forcément les résultats escomptés. C'est un matériel qui est très cher à la fois en investissement et en fonctionnement. Et donc finalement, mis tout bout à bout, c'est beaucoup de problèmes pour individualiser des déchets. Merci. effectivement, il y a beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes sur les points d'apport volontaires et sur leur gestion. Donc, on pourra peut-être y revenir en fin de webinaire si vous avez plus de questions là-dessus. Euh, pour l'instant, si on n'a pas d'autres Question, non, pas d'autres questions pour le moment. on va passer au dernier retour d'expérience. On a abordé plusieurs fois la question des biodéchets et du compostage avec certains bailleurs qui organisent des compostages collectifs en pied d'immeuble. On a également des associations qui font un travail de prévention autour de la question du compost et on va avoir l'intervention du réseau compost citoyen des Hauts-de-France, donc Noémie Bongage, qui est coordinatrice à l'échelle des Hauts-de-France et qui va pouvoir nous faire un petit retour d'expérience sur la dynamique qu'elle met en œuvre sur le territoire et puis aussi la façon dont on peut créer ou en tout cas développer, entretenir une dynamique citoyenne autour des sujets de compost partagé. Noémie, si vous pouvez prendre la parole, n'hésitez pas. J'ai débloqué mon micro. Merci Inès.
Est-ce que vous pouvez juste partager l'écran ou je le fais moi-même? Oui, je peux le partager. Hop. Ok, cool, merci. Donc effectivement, donc je suis Noémie Mongage. Alors, je suis pas coordinatrice régionale du réseau Compost Citoyen, mais je m'occupe du projet en particulier dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi, je travaille chez les Compagnons du Compost, donc on est basé dans l'Aisne et on intervient sur deux sujets qui sont la lutte contre le gaspillage alimentaire et le déploiement de sites de compostage de proximité. Et effectivement, je coporte avec plusieurs collègues sur le territoire régional un projet qui traite à la fois de la mobilisation citoyenne et du compostage partagé. Donc, pour brièvement vous présenter le réseau Compost Citoyen, donc c'est un réseau national qui a été créé en 2009. euh, avec comme objectif de pouvoir encourager la gestion de proximité des déchets, notamment des biodéchets, en s'appuyant sur un procédé naturel et accessible à tous, qui est le compost, en intégrant en fait l'ensemble des acteurs de la chaîne, donc à la fois les acteurs privés, publics, des acteurs associatifs et aussi et surtout les citoyens, d'où le nom réseau compost citoyen et aussi en prenant en compte toute la partie qui va arriver plutôt en amont de la gestion du biodéchet, en parlant de proximité et aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, il y a 12 réseaux régionaux. Donc, nous, on est le réseau des Hauts-de-France. Au niveau national, c'est plus de 1150 adhérents et adhérentes. Vous pouvez passer à la slide suivante. Et donc, le réseau au niveau des Hauts-de-France, donc il a été créé en 2020 et vraiment l'émission principale du réseau, ça va être de fédérer les acteurs et les actrices autour des sujets de gestion de proximité des biodéchets. Donc gestion et prévention de gestion des biodéchets, d'informer et d'outiller aussi donc tous les acteurs de la chaîne. Donc je l'ai cité tout à l'heure, collectivités, bailleurs, acteurs associatifs ou entreprises qui travaillent sur ces questions-là. Et aussi développer des synergies à l'échelle euh, locale, alors qu'elle soit vraiment très ciblée ou plus large à l'échelle régionale. On peut passer à la slide suivante, merci. Juste pour recontextualiser, quand on parle de compostage de proximité, on peut parler de trois choses. Aujourd'hui, donc, il y a le compostage individuel, donc ce qu'on va pouvoir avoir au fond de notre jardin, donc en bac, en tas ou peu importe, mais en tout cas, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on peut avoir à l'échelle individuelle quand on habite en maison, par exemple. Le compostage partagé, ce dont on va plus parler là dans les prochaines minutes qu'on va retrouver en pied d'immeuble. Donc l'idée, c'est que un habitant qui habite dans un immeuble va prendre ses biodéchets et les amener sur un site de compostage identifié. Et ensuite, on a également le compostage autonome en établissement, où là, c'est à l'échelle d'un établissement, donc une école par exemple, un collège ou un lycée, où c'est les biodéchets de la cantine qui vont être traités au sein de l'établissement. Voilà, donc là, aujourd'hui, on parle plutôt du compostage partagé. Donc, c'est plusieurs habitants qui vont amener leurs biodéchets sur un espèce de point d'apport volontaire dédié aux biodéchets. On peut passer à la slide suivante. Et donc, le projet sur lequel on travaille actuellement avec le RCC, donc Réseau Compost Citoyen, finalement, c'est d'essayer de trouver des réponses à la question, est-ce que le compostage partagé est un levier à la mobilisation citoyenne, il manque un bout de mot, pour la transition écologique. Donc, dans le cadre de ce projet-là, il y a trois piliers. Il y a la création d'un recueil d'expériences où on est actuellement en train d'aller à la rencontre des habitants pour un petit peu connaître leur motivation, pourquoi ils apportent leurs biodéchets enfin, sur un site de compostage. Est-ce qu'ils sont déjà investis sur des sujets en lien avec le développement durable et l'environnement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est logique pour eux, ils ne font pas forcément le lien avec les sujets de transition écologique.
On organise également des webinaires, je vous en parlerai juste après, je vous mettrai les liens directs dans le chat, et également des rencontres départementales pour aussi favoriser les échanges et l'interconnaissance entre acteurs sur ces sujets de gestion de proximité des biodéchets. Donc aujourd'hui, en passant à la slide suivante, globalement, ce qu'on constate, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de règles. Je vous fais un peu une réponse de Normand pour le coup. Il n'y a pas vraiment de règles sur le pourquoi du comment les habitants et les habitantes vont s'investir. Finalement, l'histoire d'un site de compostage, de la mobilisation de ces habitants, elles sont systématiquement singulières. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois des habitants qui vont être sensibles ou pas aux enjeux environnementaux. Des fois, c'est juste parce qu'on a une solution de tri au même titre que pouvoir trier et traiter ces emballages. Bah là, on l'a pour les déchets de notre cuisine spécifiquement. Donc, ça nous semble logique de le faire, mais on ne se rend pas nécessairement compte de l'impact environnemental que ça peut produire. Euh, il y a également des habitants pour lesquels, en fait, s'investir sur un site de compostage, c'est aussi un prétexte à pouvoir sortir de chez eux et à faire autre chose. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans les quartiers et pas que dans les quartiers d'ailleurs, qui sont aussi très isolés. Et en fait, c'est aussi un moyen de reconnecter avec des gens, que ce soit des habitants, des voisins ou même des structures qui s'occupent des sites de compostage, parce que souvent il y a des animations qui sont faites autour de ça. Les initiateurs des sites sont aussi très divers et variés. Euh, Ça peut passer à la fois par des bailleurs sociaux, mais aussi des collectivités ou même des acteurs. Nous, par exemple, Compagnons du Compost, on peut aussi être plutôt initiateur de démarches sur les territoires. Il n'y a pas que nous, mais il y en a d'autres. Les sites de compostage, il y a souvent un peu de salle de ambiance aussi de ce côté-là. C'est que des fois, la mise en place d'un site de compostage est finalement le point final à un projet qui est mis en place déjà depuis longtemps. Ou en tout cas, ça s'inscrit dans une démarche globale. On peut le voir par exemple sur le quartier vert qui est à Saint-Quentin, où en fait c'est un projet où il y a un jardin où on va sensibiliser les habitants à tout ce qui est alimentation, à tout ce qui est euh, bah, f- créer ses propres légumes. Et donc, bah, le fait d'avoir un composteur dans ce cadre-là et s'inscrit dans la logique du projet. Donc, il y a le projet et on intègre un site de compostage. C'est également, ou ça peut aussi être également le point de se dire, bah, on va mettre en place un site de compostage pour initier d'autres projets derrière et voir ce qui peut être développer in fine en intégrant un site de compostage. Donc, le site peut être initiateur de projets complémentaires ou non, ou peut être le point final. Et il y a aussi d'autres sites qui s'intègrent pas dans des projets globaux, mais qui sont vraiment là juste pour dire il y a une solution de tri et de valorisation des biodéchets, ce qui est, je crois, le cas par exemple à Château-Thierry, où il y a pas mal de sites de compostage qui sont développés, euh, mais qui sont seulement des points de traitement des biodéchets en direct. Donc il y a vraiment plein de règles diverses et variées. Ce qui est sûr, c'est que pour que la mobilisation citoyenne prenne, euh, l'animation qu'on fait autour, que ce soit en direct avec le compostage de proximité ou avec la notion de lutte contre le gaspillage alimentaire, alimentation, elle est hyper importante puisque c'est ce qui permet aux habitants de venir aux abords d'un site. Euh, voilà où on en est un petit peu. Sur ce travail-là, donc on est en train de le faire aujourd'hui. C'est pour ça que je suis plutôt sur une réponse plutôt globale sur ce qu'on constate. Sachez qu'on fera la restitution de ce travail lors de la rencontre régionale
du réseau compost citoyen des Hauts-de-France qui aura lieu le 6 novembre 2025. Euh, donc, n'hésitez pas à suivre. J'ai pas de lien d'inscription aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à suivre les actualités du réseau Compost Citoyen sur ce sujet-là, sur plutôt LinkedIn. Je crois qu'on est plus actif sur LinkedIn. Pour être au fait, voilà là-dessus. Et enfin, pour clôturer sur ce sujet-là, et je vous mets les infos dans le chat, donc on organise une série de webinaires qui a lieu tous les mois, donc de mai jusqu'à octobre, où la prochaine thématique, où là on ira un peu plus dans le détail sur la mobilisation citoyenne, ou comment on donne du sens aussi auprès des habitants, en ayant en point de vue que tous les habitants ne peuvent pas être mobilisés à la même échelle aussi, et ça, il faut bien en avoir conscience. On peut avoir des habitants qui sont juste là pour déposer leurs biodéchets, et d'autres qui sont aussi là, griffes et fourches à la main, prêts à retourner le compost et même à créer des jardins juste à côté. Euh, donc, on aura une structure qui va témoigner de son parcours aussi sur ce sujet-là. On aura un autre webinaire sur la notion de formation, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment Enfin, il y a un gros cadre sur la formation liée au compost qui est notamment certifiant. Euh, un autre webinaire en septembre sur la notion d'économie circulaire. Donc, comment on peut créer des boucles courtes sur les territoires qui vraiment apportent à la fois du sens et de la valeur sur un territoire. Et enfin, quels sont en octobre, donc quelles sont les solutions complémentaires sur le sujet du compost, mais aussi sur la réduction des déchets de façon globale. Voilà là-dessus. Et enfin, dernière slide qui est là sur du coup les rencontres départementales qui auront lieu là, avant la période estivale. Donc à la fois dans le Pas-de-Calais, l'Oise, le Nord et l'Aisne. Je n'oublie pas la Somme, c'est juste que la rencontre est dépassée, elle est passée la semaine dernière, donc la Somme fait bien partie de la région, mais la rencontre est passée. Donc pareil, une rencontre jusqu'en juin sur des thématiques diverses et variées. Je vous mets tout dans le chat, je me suis préparé une note. Comme ça, si vous voulez vous inscrire là maintenant à chaud, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Je vous remets le détail avec les, les thématiques. Je n'arrive pas à mettre dans tout le groupe. Mon message est trop long, donc je le ferai en deux fois. Voilà, pour moi, est-ce que vous avez des questions? J'essaie de faire au plus court et short. Merci Noémie pour votre intervention. Alors, on n'a pas de questions pour vous, mais par contre, une proposition de prise de contact avec un bailleur ICF Habitat, donc Linda Orins, qui mettait un message, mais on vous enverra son contact, qui indique avoir des habitants relais très investis sur cette thématique dans une de ces résidences lilloises. Donc Ok, voilà, et qui vous propose une rencontre, si vous le souhaitez, avec les habitants. Voilà. carrément. Eh ben, je prends le contact. Ce sera sûrement pas moi qui prendrai la suite, puisqu'en fait, on a des relais départementaux qui rencontrent des gens sur le territoire en direct. On essaye de la jouer vraiment locale court. Mais Très bien. je ferai la mise en relation. Mais on vous fera le lien. Très bien. Bah, merci pour votre intervention. On en a fini. Alors, je ne sais pas si certains ont des questions pour clôturer quelques minutes là avant qu'on fasse la clôture, mais n'hésitez pas à lever la main. En conclusion de ce webinaire, alors c'était le premier webinaire qu'on vous proposait sur cette question de gestion des déchets, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent un sujet assez récurrent dans les discussions que vous avez autour des plans d'action abattement de taxes foncières. Vous savez que vous avez jusqu'à fin juin pour finaliser les plans d'action si jamais ils n'avaient pas été finalisés dans le cadre des conventions tripartites. En regardant finalement tout à l'heure pendant les interventions l'ensemble des 8 axes des conventions d'abattement sur lesquelles on peut valoriser des actions, il y en a bien plus que 3 finalement qui permettent de valoriser des actions au titre des déchets, puisque que ce soit sur le surentretien, la gestion des déchets, des encombrants, le renforcement du personnel ou de proximité ou sa formation,
la concertation des habitants, l'animation du lien social qui peut se faire aussi sur une thématique des déchets, hein. Et puis la question des petits travaux d'amélioration de la qualité de service. On voit bien qu'en fonction des exemples qui ont été présentés, que ce soit de l'investissement ou du fonctionnement, beaucoup d'actions peuvent rentrer dans ces différents axes et donc peuvent contribuer au financement d'actions sur la question des déchets dans les quartiers. Bien sûr, l'abattement de taxes foncières, on le rappelle, est complémentaire au dispositif qu'on appelle entre guillemets de droit commun, c'est-à-dire, on l'a vu, la compétence de gestion des déchets est portée par les EPCI et des financements sont dédiés, mais ça peut venir en complément accompagner des transformations de pratiques d'usagers, des transformations aussi de pratiques professionnelles, hein. Je pense, nous, au personnel des bailleurs sociaux qui sont sur les territoires. Ce qu'on vous proposera donc, puisque c'est le premier webinaire, là, on a voulu dresser un peu un cadre général et apporter quelques réponses à travers des retours d'expérience. On vous proposera un questionnaire de satisfaction avec un mail qui regroupera tous les supports, les liens dont on vous a parlé, et puis le lien vers le replay. Et dans ce questionnaire, il y aura sûrement aussi une question un peu ouverte sur qu'est-ce que vous voulez approfondir comme contenu. Il y a peut-être des contenus ou des sujets sur lesquels on n'est pas venu aborder de principes théoriques aujourd'hui et que vous voudriez débattre. Et puis peut-être aussi des questions qu'on n'a pas abordées, mais plus en mode modalité organisationnelle sur les territoires. La compétence déchets, elle est partagée quelque part. Et puis, elle intègre aussi de multiples acteurs. Et on sait que cette gestion, cette co-gestion, elle n'est pas forcément évidente et que vous avez peut-être envie d'en parler par la suite. Donc, n'hésitez pas dans ce questionnaire à y répondre pour nous faire part de vos attentes pour que nous, on puisse aussi adapter les contenus qu'on vous propose tout au long de l'année et notamment peut-être sur le deuxième semestre. Voilà. Et puis sur les mails, les liens, je vous l'ai dit, tous les liens qui vous ont été proposés dans le chat vous seront renvoyés par mail. Voilà, avec l'ensemble des contenus. Inès? Alors, pour compléter, je vous renvoie vers la bibliographie que le chargé de mission Infodoc de l'IREV a réalisée afin que vous ayez, si vous le souhaitez, possibilité d'approfondir les sujets qu'on a abordés aujourd'hui à travers des ressources bibliographiques plus approfondies. Je vous le mets dans le chat et je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les ressources produites dans le cadre du réseau TFPB Hauts-de-France sur notre site internet. Je vais pareil vous remettre le lien. Alors, il y a une question sur le guide. Est-ce qu'il y a un guide nudge? J'essaie de bien le prononcer. Thierry, est-ce que tu as des éléments là-dessus, des contenus que tu pourrais partager aux participants? Oui, on suit plusieurs expérimentations d'organismes qui mettent en place des notes, soit sur des locaux poubelles, soit sur des installations liées aux déchets. Donc justement, c'était l'un des thèmes de la rencontre professionnelle l'année dernière. Il y avait deux, trois illustrations. Je sais qu'il y a pas mal d'organismes aujourd'hui qui testent ça, des solutions nudge. Alors, il n'y a pas vraiment de guide, mais par contre, je peux vous donner des. Alors, je ne sais pas si c'est un organisme qui pose la question ou une C'est un collectivité. organisme HLM, oui. Les Ouais, ressources bah, sont du coup, peut-être sur le site de l'USH. exactement. Je peux vous donner toutes les références des organismes puisqu'on on en suit une dizaine, donc qui testent la solution nudge pour cette question des déchets. Ouais. Très bien. Merci Thierry. Donc, du Si coup, tu je nous passe envoies par le toi. lien, on le Ok. mettra pour tous, hein. Il y a peut-être des ressources ouvertes à tous sur le site de l'USH. Ok. Merci. Mais en tout cas, au nom de l'IREV et de l'URH, on souhaitait vous remercier pour votre présence là sur ce webinaire. Voilà, et puis on vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas qu'on a d'autres dates. Je ne sais pas si Inès, tu voulais rappeler les autres dates de notre réseau abattement TFPB, hein, qui, je le rappelle, réunit à la fois les représentants de l'État, des collectivités locales et les bailleurs sociaux sur cette question de cogestion de la gestion urbaine et sociale de proximité et d'utilisation de l'abattement. Oui, alors le 2 juin, on aura le webinaire sur l'outil Quartier Plus et une présentation de cet outil et peut-être aussi les modalités d'ouverture de l'outil. Des comptes aux partenaires notamment. Donc, n'hésitez pas à communiquer cette date du 2 juin pour toutes les collectivités, les services de l'État. Vous avez déjà eu de la communication, mais n'hésitez pas à le partager à vos collègues. Et également, le 3 juillet, ce sera une journée cette fois en présentiel et une journée entière qui se déroulera dans un lieu qu'on vous communiquera très prochainement et qui portera cette fois sur les modalités d'évaluation du dispositif d'abattement TFPB. Toutes les informations et les liens d'inscription aussi sont disponibles sur notre site internet et puis vous seront communiqués par mail dans les prochaines semaines.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. On vous remercie tous et toutes et toutes pour votre participation. Et Pamela comme moi-même, restons à votre disposition si vous avez des questions. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.